Bah, un jour, en fait, j'ai eu du diabète, donc je fais un espèce de coma en fait, Wow. acido, je sais plus comment on appelle ça. J'avais 5 grammes de sucre dans le sang, au lieu Wow. de 1 gramme. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital, et puis en fait, en gros, vu que j'ai failli mourir, je me suis posé des questions un peu simples. Hein. Oui. Je suis là tout seul dans une chambre, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Justement, moi j'ai une objection pour vous parce que souvent sur nos vidéos, et je pense que tu y es habitué aussi, on nous dit putain, vous êtes vraiment des lâches, moi je reste pour me battre, pour combattre ça. C'est que tu finances pas ton propre ennemi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils parlent de la France, ils parlent de la France d'il y a 40 ans, sauf que cette France, elle n'existe plus. Là, aujourd'hui, vous vivez dans la France de Macron, ce n'est pas la France, c'est le Macronistan, en fait, tu vois. Moi, je finance pas le Macronistan. Ah, mais franchement, le nom marketing, la bite à Brigitte, tu sors un livre comme ça, mais je pense que là, tu fais un... Bah déjà, tu peux pas publier. En France, plus tu bosses, plus tu es taxé. Ouais, L'État sait mieux gérer ton argent que toi. faux, Être salarié aujourd'hui, c'est échanger 5 jours contre 2 et un crédit sur 25 ans. vrai, L'exil fiscal, c'est un luxe réservé aux millionnaires. faux, Le plus gros piège financier, c'est la maison principale. faux, L'école nous prépare à obéir, pas à s'enrichir. vrai, Fuir la France, c'est abandonner le combat. faux. On peut encore réussir financièrement en France, mais faut ruser. Vrai sur le papier, mais tu vas réussir au bout de 70 ans, quoi. L'inflation, c'est pas une fatalité, c'est un outil politique. Vrai et faux. Gagner sa liberté, c'est plus important que gagner de l'argent. Vrai. Eh bien les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce super podcast de la mort qui tue, puisqu'aujourd'hui on a un invité de marque, Sylvain Tiger. Monsieur Tigé. Monsieur Tigé. Monsieur Tigé, bonjour Monsieur Blo, bonjour Monsieur Ross. Je suis enchanté de te recevoir, on est enchanté de te recevoir aujourd'hui, puisque c'est un petit moment qu'on communique sur internet, qu'on suit tes vidéos avec le contenu de qualité, les punchlines qui vont bien. Et on s'est dit, si un jour il passe dans l'océan Indien, il va falloir qu'on fasse un podcast. Si vous voulez rigoler un peu, allez sur ta chaîne YouTube et ton compte Instagram, on rigole beaucoup. Exactement. Donc du coup, entrepreneur, investisseur, youtubeur et plein d'autres choses. On va voir Président de la République. Exactement, bientôt. Bientôt. On t'a fait venir parce qu'on a beaucoup de questions à te poser sur ta vision de la France, ta vision de l'investissement, du futur. On va faire, je pense, un podcast à la fois complotiste, mais aussi à la fois optimiste, à la fois critique, mais quand on aime... Eh bien, il faut être capable. On compte pas. On compte pas les critiques qu'on peut adresser aussi. Donc vraiment, merci beaucoup Sylvain d'être ici aujourd'hui dans le podcast des Darons du Biz. Ouais, merci. Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Puis je pense qu'on va passer un bon moment. Je pense qu'on va rigoler. Comment ça va déjà? Écoute, ça va super. Hein, j'enchaîne pas mal et il fait très beau. Hein. Oui. Je comprends pourquoi vous avez choisi le soleil mauricien au soleil du 9-3, quoi. Mais le choix issu du 9-3. Il tape sur la tête celui-là. Les gens Il cogne. il n'y a pas que le soleil qui tape sur la tête du coup, mais c'est Là, en ça. ce moment, il fait bon, parce qu'il fait un peu moins chaud. Alors, t'es arrivé au bon moment. Ouais. Nous sommes début avril, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, et il commence à faire bien meilleur. Parce qu'il y a 2 mois, c'était un peu compliqué. ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui. Ils m'ont dit qu'il faisait assez humide, assez lourd. Hein. C'est ça. Tu arrives sous les meilleurs auspices, mais tu dors pas beaucoup, tu nous as dit. Non, je suis arrivé, j'ai enchaîné avec une conférence. Ensuite, là, on se fait ce petit tournage. Puis je vais enchaîner comme ça avec les rendez-vous clients. Mais écoute, non, c'est cool. C'est première fois que je viens à Maurice. J'essaie déjà de voir un petit peu comment fonctionne l'île. J'essaie de voir un petit peu les clients aussi qu'on a, parce qu'on en a quelques-uns dans l'océan Indien. Et voilà. Top. Bien. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Pour ceux qui Qu'est-ce te que je connaissent suis Écoute, moi, j'ai fait de la finance, en fait. Hein. J'ai commencé en 2015 en tant qu'analyste chez FXM. C'est un courtier en bourse à Paris. J'ai fait du salariat pendant 3 ans. Hein. Donc, mon boulot, c'était de faire de la recherche. Globalement, qu'est-ce que c'est que la recherche? C'est en gros, tu regardes des actifs, du CAC 40, DAX, l'euro-dollar. Tu regardes si ça monte ou ça descend et tu écris des papiers. Et ensuite, tu passes sur les médias. Donc, moi, je passais beaucoup sur BFM Business à l'époque, dans le club de la bourse. C'était une émission qui passait à 18h et en gros l'idée c'est qu'on passait le lundi à 17 ou 18h et puis on disait voilà, ça va monter pour telle raison, ça va descendre pour telle raison. Donc ça je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai arrêté quand j'ai eu un problème de santé. Donc en fait pendant 3 ans comme un gogol, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris de vacances. Ouais. Pour te donner un peu de contexte, moi j'ai fait un parcours franco-allemand, donc on vient de quasiment la même ville. Hein. Enfin moi je viens de Savigny-le-Temple, toi tu viens de Melun, donc la t'es pas team très loin. 77 en Team France. 77, donc tu vois c'est un parcours qui fait rêver, tu vois, c'est le parcours californien mais version français, tu vois. Et du coup j'ai fait un parcours à bibac, tu vois, j'ai passé 2 bacs, un français et un allemand. J'ai fait un parcours franco-allemand ensuite à l'université, j'ai fait finance de marché à Francfort en Allemagne et à Troyes en France.
Et pendant 3 ans, en fait, j'ai pas pris de vacances parce que moi, l'idée, c'était de monter le plus vite possible dans ma carrière. Ouais, donc t'as charbonné comme un fou. Charbonné comme un vieux fou. Et un jour, en fait, j'ai eu du diabète, donc je fais un espèce de coma, en fait, acido, je sais plus comment on appelle ça. J'avais 5 grammes de sucre dans le sang, au lieu de 1 gramme. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital, et puis en fait, en gros, vu que j'ai failli mourir, je me suis posé des questions un peu simples. Hein. Je suis là, tout seul dans une chambre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Waouh. Et là, 2017, donc j'avais quoi? J'avais 24 ans. Ah, c'est violent, c'est violent. Très tôt. Et sachant que j'avais fait que ça, en fait, bosser toute ma vie, parce que je voulais faire déjà du trading et de la bourse depuis mes 10 ans, tu vois. Donc en gros, moi, je voulais faire ça toute ma vie. C'est pour ça que je fais mes études, ma carrière, tu sais, j'avais tout. Et je me dis, ok, je me suis pas marié, j'ai pas d'enfants, ça c'est un regret, parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, t'as toujours ce truc de tu veux des enfants. Je me dis, j'ai pas eu beaucoup mes potes. Ah oui, forcément, tu fais que de travailler lundi, voire même au dimanche. Et je vois pas mes parents. Enfin, en gros, j'ai plus de vie. Je fais même plus de sport. Et je me dis je vais prendre un virage à 180 degrés et je vais faire tout l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, je vais bosser pour moi. Je vais voir mes potes. Enfin, je vais devenir libre. Et je me suis dit, c'est simple. Mon plan, c'est de me barrer. Et puis 6 mois après, je me suis barré, quoi, tout simplement. Okay. J'ai claqué ma dème, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Mes boss étaient super sympas, c'est-à-dire que j'étais un bon élément. Quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit ok, pas de souci. C'est fou, tu t'es cramé à 24 ans, quoi. Ah ouais, je me suis tué. Mais c'était du lifestyle ou c'était aussi non, mais j'étais con. Non, j'étais con, je vais le dire honnêtement. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi ma journée? Elle commençait à 7h30, 8h jusqu'à 19-20h au bureau. Parce que forcément, quand tu es stagiaire, enfin moi j'ai commencé tout en bas. Hein. Stagiaire, ensuite tu commences junior, ensuite tu montes senior. Tu veux prouver, donc tu fais plus d'heures que les autres. Puis tous les juniors, on faisait ça, hein, on restait plus tard que les vieux, quoi, pour montrer. Puis ensuite, t'es jeune. 21h, tu sors, tu rentres à 2h du matin. Ouais. Puis ensuite, tu te lèves à 7h. Oui. Donc sur 6 mois, 1 an, c'est ok. Sur 3 ans, ça pique un peu, quoi, tu vois. Ouais. Donc non, moi je pense que je me suis cassé tout seul, en fait. Okay. Je me suis cassé tout seul en mode j'ai travaillé trop. Puis tout le monde me disait en fait que je travaillais trop. Mais tu t'écoutes pas, tu dis oui, vous êtes des bouffons, je connais mieux que vous. À cet âge-là, tu te sens immortel. Tu te sens immortel. Tu peux encaisser beaucoup plus que ça. Ouais. J'ai fait des folies en termes de lifestyle. Hein. Franchement, j'ai vécu la vie à 400%. Quoi. Donc je regrette pas, mais c'est vrai que c'est ce que m'ont dit mes potes. Hein. Ils m'ont dit franchement, il y a eu un avant, un après. C'est-à-dire que là, c'est vrai que la personne que je suis là, ça n'a rien à voir avec la personne d'avant. Et je suis même très content au final d'avoir eu ce souci de santé parce que je me dis je pense que si j'avais continué, tu vois, sans avoir failli, sans avoir ce truc-là qui m'a ramené sur Terre, je pense que je serais devenu le cliché du financier, le gros connard, en fait. Ouais. Vraiment le cliché, je pense. Tu serais encore salarié Je pense que j'aurais bien réussi financièrement. Je serais peut-être directeur ou autre, j'aurais réussi à atteindre mon objectif. Mais j'aurais été un mec hyper hautain. J'aurais été tout ce que j'aime pas, en fait, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais parce que j'étais dans ce truc de tu fais des études, tu réussis tes études, donc tu sais, ça te met dans un mood de tu te sens l'élite à chaque fois parce que tu réussis tout. Ouais, pareil, à l'époque, j'étais bien foutu, donc j'avais du succès avec les femmes. Donc, tu vois, il y avait tous ces trucs-là qui me mettaient dans un mood où je me disais, de toute façon, j'écate tout le monde. C'est pas un peu la masculinité toxique, ça? Masculinité toxique. Voilà, le cliché du connard. Mais. Et là, la vie m'a mis, tu vois, m'a mis une balagnette, m'a écrasé la tête. Ouais. Puis quand j'ai voulu relever la tête, elle m'a remis un chassé par terre. Et là, j'ai compris, j'ai fait, ah ouais, ok, en fait, c'est dur la vie. Donc là, tu as eu ta deuxième vie qui a commencé. Deuxième vie, beaucoup plus calme, hein, du coup, tu t'en doutes. Du coup, tu as démissionné? J'ai négocié une rupture conventionnelle, donc on va dire oui, j'ai quitté. Et ensuite, j'ai bossé pour une start-up pendant 1 an. Et après, j'ai monté ma boîte Ultra Bourse. Et là, ça fait 5 ans. Ouais, donc là, tu es sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu accompagnes des gens. Tu peux nous expliquer exactement la nature de ce que tu fais parce que tu as une chaîne passionnante. C'est ce que je te disais, Alex, et même à toi, Fabien. C'est moi, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, j'ai du mal à dire qu'est-ce que je fais. En fait, je fais trop de trucs en même temps. C'est-à-dire que j'ai des activités principales, certes. Donc j'ai Ultra Bourse, qui est une entreprise de formation où j'apprends aux gens comment fonctionne l'investissement. Là, le truc sur lequel on est actuellement, c'est le private credit, c'est l'investissement de mon côté, comment on fait. Mais le vrai truc que moi je fais et sur lequel je prends le plus de plaisir, c'est l'investissement. Donc je fais des club deals avec des membres de mon réseau. Donc on fait des club deals de dette privée majoritairement. Donc la dette privée, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est vous avez une entreprise qui a besoin d'argent. Les banques, elles financent plus ces entreprises. C'est des PME qui font entre 10 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'ils appellent le middle market. Ce n'est pas des grosses entreprises, ce n'est pas des petites non plus. Ces gens-là, ils doivent bien être financés par quelqu'un. C'est des prêteurs privés. Okay. Ouais. Et nous, on va leur prêter. Et tout le jeu du prêteur privé, c'est de déterminer le niveau de risque de l'emprunteur pour être sûr de ne pas te faire avoir. Donc en fait, tu dois voir quelles sont les garanties, machin.
Donc ça, c'est ce que je fais. Enfin, c'est là où je prends le plus de plaisir aujourd'hui. Et puis, vu que ça marche bien, on essaie de structurer un fonds. On est en train de réfléchir à monter un fonds de dette privée. D'accord. Parce qu'en fait, les club deals, c'est sympa, mais ça prend du temps. À chaque fois, pour structurer une opération d'1 million de dollars, ça va prendre 2-3 mois. Donc, tu vois, un mois de juridique, à peu près 2 semaines pour lever les fonds. Ensuite, il faut livrer. Parce qu'en fait, il faut créer une boîte à chaque fois pour les différents fois, investisseurs. En fait, c'est super long. Et puis ensuite, il faut à chaque fois trouver les investisseurs qui veulent aller sur le projet. Donc, en fait, chacun. Tu sais, c'est toujours des discussions. Il y en a un qui veut, puis le lendemain, il veut pas. Bon, c'est vrai que si tu as un fonds, ça va plus vite. Vu que tu vas plus vite, tu peux négocier des meilleurs termes, tu as un meilleur rendement et tu as des économies d'échelle. C'est-à-dire que tu payes une fois ta structure, tu la payes pas à chaque fois en fait. Comment ça marche le fonds? C'est-à-dire que les gens investissent dans le fonds? Un fonds, en fait, ça dépend de la structuration que tu prends. Il y a plein de façons de monter un fonds, mais globalement, tu vas payer une structure juridique, tu auras des frais fixes, donc des frais légaux en général. Ça va te coûter un certain montant, mais c'est un certain montant fixe par an. Donc en fait, le jeu ensuite, c'est d'avoir beaucoup d'actifs sous gestion pour que tes frais deviennent de plus en plus petits. Tu vois. Donc, en gros, faut que tu lances au moins avec 10 millions. Tu vois. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça, en fait, c'est rien du tout. Hein. Dans le monde de la gestion, c'est des petits montants. Tu calcules, c'est à peu près ça. En dessous, ça vaut pas le coup, tu vas travailler gratuitement. Tu vois. D'accord. Okay. Mais ça permet d'aller plus vite parce que quand tu as une boîte, par exemple, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a des boîtes qui cherchent du financement, des très belles boîtes hors zone euro. Hein, majoritairement, c'est des boîtes dans des pays où il y a de la croissance, donc ça va être États-Unis. Je suis étonné. Ouais, voilà. Enfin, tu peux faire des boîtes zone euro, mais moi, dans ma stratégie, j'en fais pas. Ouais. Parce que j'en ai fait une en Grande-Bretagne, donc c'est même pas de la zone euro, tu vois, c'est en Europe et pas de la zone euro. Pour une raison qui est simple, c'est que quand tu prêtes de l'argent, ton but c'est d'être remboursé. Ouais. Et moi, je pars d'un principe qui est simple, c'est que, en fait, quand tu réfléchis, faut réfléchir en termes de patrimoine. Quand tu habites en France, comment est construit ton patrimoine? Tu as 90% dans l'immobilier. Donc, je sais pas, tu as une maison qui vaut 500 000, tu as déjà 400 000 d'immobilier, 1300 000 de crédit. Ouais. Ensuite, tu as peut-être des livrets pour 100 000 balles, donc tu as 500 000 en euros. Et après, je sais pas, tu as peut-être, je dis une bêtise, tu as une voiture, tes actifs, ils valent 550 000 en euros. Donc, si l'euro baisse, ton patrimoine baisse. Ouais. Donc, il faut que tu fasses des deals en dollars et il faut que tu fasses des deals dans une autre zone économique. Okay. Vu que toi, tu es déjà sur la France, sur tout ton patrimoine, il faut que tu ailles chercher des trucs qui soient différents de la France, parce que si la France va bien, tout va bien pour ton patrimoine. Mais si la France va mal, tout va mal pour ton patrimoine, tu vois. Ouais. Sylvain Tiger, est-ce que la France va bien? Écoute, si la France... Alors, Alex, je te pose la question. Si la France allait bien, est-ce que tu serais à Maurice? Non, mais moi, je joue le rôle de la journaliste, tu vois, provocation. Ouais, je mets dans le. Ouais, tu mets. Je mets dedans. Écoute, la France, ça dépend pour qui elle va bien. Si t'es un cassos qui bosse pas et qui vit des aides, oui, franchement, tout va bien. C'est le meilleur pays du monde. Tu fous rien, t'es financé par la princesse. Et puis en plus, tu vois, les mecs. En fait, ce qui est bien, c'est que les mecs que tu détestes, ils te financent en France, tu vois. C'est-à-dire que, je te dis un exemple, tu payes 15-20 000 euros d'impôts par an. Oui. Donc déjà, c'est que tu gagnes bien ta vie. Tu vas le soir avec ta nana, tu te balades dans la rue. Tu peux te faire agresser à tout moment. Tu te fais agresser par qui? Par des cassos. Ouais. Les cassos, ils vivent de quoi en général? Trafic de drogue, aide sociale. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, dans les 15-20 000 euros que tu payes le mec qui vient ensuite te frapper. Oui. Puis ensuite, tu t'es parti en vacances, 2 semaines. Puis tu reviens, en fait, t'as plus rien dans la maison. Ouais. En fait, et ensuite, il t'a cambriolé. Oui. Donc le même mec que t'as financé, il te prend une première fois, il te prend une deuxième fois. Ouais. Donc non, la France va pas bien. Si tu regardes d'un point de vue, on va dire, sécuritaire, en tout cas, aujourd'hui en France, tu es dans un setup qui ne marche pas bien. Oui. Et si tu regardes d'un point de vue économique, ça marche encore moins bien. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont pas de prime à travailler. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus... Il y avait un chiffre qui est sorti là sur Le Monde ou Le Figaro, je sais plus. 30 millions de Français qui vivent des aides de l'État. C'est-à-dire qu'en gros, qui vivent soit de la retraite, soit des aides sociales, soit de machin. C'est ça. En fait, on a un ami qu'on a interviewé qui s'appelle Victor Ferry, que tu connais peut-être. Et il avait fait un post sur LinkedIn que je trouvais à la fois très parlant et déprimant. En fait, il expliquait pourquoi... Déprimant. Oui, déprimant. Pourquoi ça ne peut pas marcher en France. En fait, c'est très simple. Tu en as, entre le RSA et le chômage, il y en a 15 ou 20 millions. T'as les fonctionnaires, il y en a 15 millions, et puis t'as les boomers à la retraite, il y en a 15 ou 20 millions aussi, tu vois. Donc si tu additionnes toute cette population, il est évidemment impossible qu'il y ait une petite lueur d'espoir pour qu'un jour les gars disent on va peut-être travailler, arrêter des conneries, et qui vote pour moi? C'est mort. Les non-actifs, je crois que j'irais sur ChatGPT, c'est 65% non-actifs. Alors il y a aussi les étudiants dedans, mais bon, tu comptes les gens de moins de 20 ans. Oui. Mais en gros, c'est ça en fait. Moi, quand j'ai posé la question, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais, parce que tu vois, quand tu travailles, tu te poses toujours la question de est-ce que ce que je fais a un sens. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Si je prends toujours une vue macro, je me dis bon là, est-ce que je joue un jeu où je suis con, ou est-ce que j'ai bien compris les règles du jeu de l'environnement dans lequel je me situe. Et quand tu analyses le jeu France, donc tu prends de la hauteur, tu te dis ok.
70 millions de personnes, 68, 30, 35 qui ne travaillent pas. Ok. L'école est idéologiquement à gauche. Donc en fait, c'est la promotion du je ne travaille pas, c'est voilà, faire de l'argent, c'est les méchants, etc. Machin. Ok, très bien. Les cerveaux partent. Oui. Donc les hauts salaires et les gens qui vont innover partent aux États-Unis. Hein. Un ingé, il va être payé 150 000 balles là-bas. Ici, il est payé 45 ou 50. Oui. Donc au final, qu'est-ce qui reste sur une échelle de temps suffisamment longue? Si tu tires je sais pas, l'Excel ou ce que tu veux, sur une échelle de temps longue, qu'est-ce qui reste? Il y a de la baguette, du camembert, du vin rouge. Voilà, Et même des châteaux. Et encore. Et ça encore. baisse en encore, qualité. Tu sais, la semaine dernière, on a interviewé une vigneronne, Nadine Ferrand, et on a été aussi s'enjailler au Constance Prince, et il y avait des viticulteurs qui venaient nous voir s'ils présentaient leur vin. Putain, mais ils sont tous en PLS. Ouais, c'est très Voilà, bien. ils sont tous sous, déjà, évidemment, la difficulté de faire du vin, donc la grêle et le gel. Bon, ça, évidemment, ça a toujours c'est existé. les conditions météo. Oui. Ouais. Voilà. Sauf que maintenant, évidemment, tu as Tarif donné. la pression fiscale. Oui, il n'y en a même pas ça encore, on va en parler. Pression fiscale, l'administratif, les mecs, ils sont en apnée. C'est-à-dire qu'ils font du vin, mais par passion. Donc il y a un moment, en fait, quand ces gars-là, ils vont partir, il faut retrouver autres mecs passionnés. C'est un peu compliqué. On parle de personnes, là, ils sont dans le top 10 mondial des chardonnays, tu vois. Ouais. C'est quand même, c'est beau, c'est la France qui rayonne à travers le monde et elle doit se lever à 4-5 heures du mat juste pour que l'administratif, ça rentre dans sa journée. Parce qu'en fait, à force de couches administratives, son temps est passé non pas à faire du vin, mais à répondre à la Josiane qui est dans sa cité pour lui dire ça, c'est pas le CERFA, machin, etc. Et donc, toi, je fais et juste si- une pause avant que ça dérive parce que Je suis chaud. Ça va partir Je en couille. sais que ce podcast va partir en couille. C'était sûr. Je voudrais juste dire, on aime la France. Bien sûr. Parce que si on n'aimait pas la France, qu'est-ce qu'on ferait? On y resterait, on travaillerait pas, on banquerait du RSA et on foutrait la merde. Ouais, et Ouais, ouais, Parce que c'est eux qui n'aiment pas la France. Non, en vrai, c'est plus facile de faire ça. Bien sûr. Effectivement. Quand tu Absolument. détestes la France, tu t'encaisses, tu l'insultes, tu fais chier tout le monde, tu dis et tu emmerdes tout le monde. Donc nous, on aime la France. Ouais. Donc c'est une discussion constructive. Voilà, donc on peut continuer. Voilà, c'est ça. T'as mis le disclaimer, c'est parfait. Moi, ce que je trouve le plus incroyable, c'est que ces gens qui bossent comme des oufs, qui sont dans les meilleurs vins du monde, ils sont même pas riches. Non, Tu vois, ils ont même pas beaucoup d'argent. c'est ça. C'est En horrible. fait, le viticulteur, j'en connais quelques-uns, c'est en cash, en général, ils sont un peu tendus. C'est en patrimoine qu'ils ont. Ouais. C'est ça. Donc c'est le jour où s'ils revendent le domaine familial et que tu as un japonais, un américain qui rachète, là ils prennent 10, 15 millions, Oui. ils vont prendre un gros ticket. Mais oui, effectivement, en trésor pur, c'est pas des business. Qui rachète les vignobles français aujourd'hui, tu vois? Ça me paraît être un C'est pas des business Français, très audacieux. C'est pas les Français d'une Ouais. part, et puis ça me paraît très audacieux aujourd'hui. Et effectivement, quand on discutait avec cette personne, on avait l'impression qu'elle était en flux tendu permanent et que tout ce que tu dis est très juste. Elle a réinvesti, ils ont des super bureaux. Oui, ils quand achètent tu des veux- cuves à chaque Ouais, fois. Enfin, ils sont ouais, obligés exact. de renouveler leur matériel, mais Exactement. non, en fait, en termes de. Mais souvent, en plus, ils prennent des lignes de trésorerie à la banque. Oui, Tu vois, donc Ah c'est-à-dire ils sont qu'en plus, full. Ouais. Ouais, ils s'endettent, donc c'est pas non plus. Non, c'est une vie qui est. Bon, c'est une vie passion. Hein, c'est- Oui. Ouais. Ils sont passionnés. Ils sont passionnés. Bon, tout ça pour dire que la France, je sais pas ce qu'il va rester dans 20 ans, mais En franchement, fait- c'est un vrai sujet. Hein. Il y a un vrai Des sujet. fonctionnaires, des retraités, des cassos, hein, voilà. Hein, Ouais, c'est ça, mais qui paye? Voilà, plus personne. Hein. C'est vrai. C'est- ouais. Les pauvres mecs qui vont rester, c'est tout. C'est pour ça que. On en parlera plus tard dans la vidéo, mais ça n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire que. Il y a ça d'actifs pour ça d'inactifs. Donc à un moment donné, c'est toujours eux qui vont payer et puis ça va réduire. Puis à un moment donné, Parce que j'ai l'impression que on arrive dans le servage. Quoi, hein, Ouais, c'est- exactement. Dans les précédents gouvernements là, qui se sont succédés, dans les plans de finances et dans la vision, il n'y avait que les taxes qui étaient à l'ordre du jour. On n'a rien vu sur la croissance, on n'a rien vu sur la coupe budgétaire. Moi, je rêve d'un Dodge français. Donc là, j'active la Non. seconde partie. Non, c'est La raciste. seconde partie du podcast polémique, c'est que moi, je rêve. I have a dream. I had a dream. Oula, carrément. Un Dodge bien français, tu vois, un vénère où on coupe 3/4 du fonctionnariat français. On garde les utiles, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'hôpital, les policiers, les gens qui nous protègent Ouais. et qui nous soignent, qu'on embrasse très fort. Et la grosse Jojo va trouver du travail et elle devrait être rentable dans le privé. Moi, je vais te donner mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, on va en discuter, mais moi, je pense que c'est plus possible. En fait, si tu veux, j'ai fait une introspection. À toi aussi. Je fais que ça, en fait, tu vois, parce que depuis 2015, on fait du contenu sur ces thématiques et on essaie d'éveiller les gens. Et puis, en fait, j'en suis arrivé à une conclusion que, si tu veux, pour moi, la plupart des gens, et je pense que le pays n'est pas prêt à changer. C'est-à-dire qu'en fait, Oui.
Je pense que si on est dans cette situation-là aujourd'hui en France, c'est que le pays l'a voulu. En fait, tu sais, souvent on se dit, bah en fait, on est dans la merde parce que nos élites nous ont eu et nous on est les gentils et eux c'est des méchants. Ça, c'est ce que je pensais au début. Et aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, mais non, en fait, ça s'est fait de concert. Oui. C'est-à-dire qu'ils nous ont baisés, mais les mecs en dessous, ils ont bien voulu se faire baiser, tu vois. Ouais, exactement. Bah, en fait, tu vois, les 3 doses, ils sont pas venus tout seuls s'enfoncer dans le bras des gens. Hein. C'est pas les. Non, mais regarde. Dosette qui est toc toc toc. Non, puis t'as les va gens, te doser, tu vois. t'as les gens, quand il y avait ce truc de dose, t'as les gens qui disaient ceux qui sont pas vaccinés, faut les foutre Ouais. dans des centres ou je sais pas quoi. Ouais, Enfin, tu sais, t'as des mecs qui sont. Et Ils donc, devaient être interdits d'hôpital, de soins. et donc aujourd'hui, pour le dossier fonctionnaire, c'est très simple. J'en parlais avec mon pote Olivier. Pourquoi est-ce qu'on a créé des fonctionnaires en fait autant? Pourquoi est-ce qu'on a autant de fonctionnaires? C'est pas anodin en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise de 2008. Il y a eu beaucoup de gens au chômage. Et comme en fait la France a pas baissé les impôts pour attirer les entreprises, bah, ces gens-là, si tu avais 2 solutions, soit tu les laissais au chômage, tu crées une crise sociale, soit tu créais des emplois, mais d'une façon fictive. Et tu sais qu'aujourd'hui, dans le PIB français, la dépense publique, c'est compté comme du PIB. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si bon toi, Fabien, non. c'est comme si toi, Fabien, quand tu vas au resto avec ta femme, au lieu que ça soit une charge, on le compte dans du revenu. Attends, la dépense La de dépense l'État. publique, c'est du PIB. T'es sérieux? Oui, bien sûr. Génial. Et Le dans, scam, et dans le, le scam et de- dans le Je savais calcul, pas et dans ça. le calcul du PIB, tu as aussi ils ont inclus un forfait pour la drogue et la prostitution, ça rentre dans le PIB. Ah ouais. Donc dans le PIB ok. français, quand tu penses qu'il Ok, fait ok. 1%, il t'inclut un 0, je sais pas, un 0,1 de drogue, machin. T'avais même à un moment donné, enfin oui, Ah oui, donc là, on est officiellement en négatif, du coup. on est tout. Mais en fait, c'est assez logique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de thunes depuis des années alors Ouais. qu'ils disent qu'on a 1% de croissance? Mais en fait, c'est parce qu'en vrai, on doit être à -2 depuis. Ouais. Tu vois, enfin, on n'a jamais été en croissance en fait. Ce podcast, c'est vraiment plus que complotiste. Il C'est, est magnifique, là. Ils ont truqué les chiffres, mais ça, tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui s'y intéressent le savent. Oui, c'est En ça. fait, moi, je ne suis pas économiste. Du coup, je gagne de l'argent. Et du coup, quand tu vois des gens là, ils essaient de s'accorder à 0,6, 0,7. Non, il y a pas. Foutez de la gueule du Non, monde. t'es en récession. C'est évident que Ouais, là, ça bien fonctionne sûr. pas. Si t'étais en croissance, tu verrais que le pouvoir d'achat des gens il monte pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. C'est évident. Exactement. Et donc ils ont créé ces boulots de salariés pour ces gens-là. Pourquoi? Pour éviter qu'ils soient au chômage. Derrière, ça te fait du PIB. Quand je dépense pour Josiane, bah en fait le salaire de Josiane pour moi c'est du revenu. Technique. Alors, Ouais. on est d'accord, c'est une dépense, ça devrait pas être du revenu. Et puis bah Josiane, on sait pas qu'est-ce qu'elle fout là, donc on lui dit bon bah écoute, je sais pas. Fais des photocopies. Voilà, puis tu nous crées un CERFA, puis tu l'envoies, je sais pas, à Fabien, il nous casse les couilles, là, il fait trop d'argent. Tu vas le contrôler, c'est un peu suspect là, en ce moment, j'aime pas trop ce qu'il fait. Voilà, en fait, c'est comme ça que tu as créé des couches de gens, c'est parce qu'en Ouais. fait, il faut créer des emplois, comme il n'y a plus d'emplois qui se créent, et puis en créant des emplois, tu crées du PIB, et puis tu crées des gens qui votent pour toi. Ouais. Il y a aussi Surtout un aspect ça. politique. Évidemment. Ouais, tu crées des Tu crées des gens qui voteurs. vont voter pour toi. Parce Ouais. que, en fait, bah, tu lui as donné un emploi, Josiane. Oui. T'es une mairie de gauche, bah, prochaine fois, tu votes PS, hein, Josiane. Exactement. Tu vois, Ouais. c'est- Et c'est très juste. En fait, on est dans un point de non-retour. C'est chaud. Non, c'est impossible. C'est qu'en fait, ces gens, par exemple, t'as 40 ans. Donc, t'as 40 ans, t'es né dans les années 80. Mhm. T'as été sur le marché du travail, tu dis à peu près vers 2005-2008. Mhm. En fait, ton cerveau n'a connu que ça. Mhm. Donc, en fait, ton cerveau, à toi, il a connu que l'argent magique. Oui. C'est que t'es devenu fonctionnaire à l'âge de 25 ans ou 22. Je dis ça parce que c'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais tu sais, mes enfants n'allaient pas à l'école en France. Donc, on a l'inspection académique tous les ans. Et on avait un vieux à la base, c'était très bien, il nous faisait pas chier, il était gentil et tout. Il luttait pour l'école, mais il nous emmerdait pas. Et quand il est parti à la retraite, on s'est retrouvé avec une nouvelle équipe. Putain, mon pote. Dans le lot, il y avait une écoféministe obèse, tu vois, qui t'explique que ton fils, en fait, il est misogyne parce qu'il dit que sa sœur ne doit pas jouer au foot. Bon, ça, c'est en Oui, détail. puis qui doit se faire greffer une paire de nichons. Enfin, voilà. Ah, il s'était pas encore là, c'était il y a Ah non, 3 pas ans. encore. Mais là, je pense qu'à mon avis, ils ont basculé. Oui, hein, tu vois. Vous avez parlé à votre fils qu'il Il se sent s'est fait. oui, Ouais, se c'est ça. sent ouais. garçon. Non, parce que c'est remboursé par la Sécu, hein, si vous Ouais, voulez. ouais, truc de malade. Truc de malade. Et l'inspectrice en chef, en fait, il voulait quand même m'expliquer la vie, tu vois, c'est gentiment insupportable. Et elle me dit, est-ce que vos enfants, comment ils vont faire quand, pour le bac et tout, parce qu'ils vont pas à l'école. Je dis, non, mais le bac, pourquoi? Pour trouver un travail. Je dis, non, mais il n'y a pas besoin de travail. Nous, on est entrepreneurs et on comprend comment ça fonctionne, en gros, le marché et la vie. Et c'est bien plus formateur que D'aller se trouver faire un boulot. fouetter par un patron, voilà. Ouais, exactement. Et Bon, perdre sa santé, quoi. elle, quand elle entend ça, au lieu de dire OK, elle se justifie de son fonctionnariat, tu vois. Elle me dit oui, nous aussi, c'est pas toujours évident, on a la pression et tout. Je sais putain meuf, bon j'ai rien dit évidemment parce que bon, Non, on est oui, diplomate. là, Il y a des enjeux. Voilà, il y a Ouais. des enjeux. Oui, des enjeux. Et franchement, j'ai flippé qu'ils nous obligent à mettre à l'école. Hein. Et
Et oui, elle me dit, mais nous, on a la pression. Ouais. Vous vous rendez pas compte, nous, on est sous pression de notre chef et tout. Mais Ouais. découvre la vie, en fait. C'est-à-dire que son cerveau a validé la petite histoire et le narratif que elle, franchement, son taf, il est indispensable. Ouais, Elle pression. le fait avec passion. Et qu'il est risqué en plus. Ouais, gros C'est risque. ça. Ouais. Et il faut lui Très dire, gros risque. merci. Ouais, gros risque. Et donc, en fait, eux, ils vont avoir des enfants. Les Ils enfants, vont penser pareil. qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ça me fait penser à la même chose, c'est des émeutes en 2005 ou 2007, je sais plus, quand il y a eu le bordel. Ces gens-là, ils ont des enfants. Ouais. On fait les émeutes il y a 2 ans. Oui. Et ces gens-là, dans 20 ans, ils auront des enfants. C'est pour ça que tu vois, tu disais pourquoi partir. Enfin, moi, c'est aussi pour ça. Hein. C'est que je vais pas faire grandir mes enfants dans un truc qui n'a aucun sens. Quoi. Tu t'envoles Tu t'envoles aussi? Ah, alors moi, je m'envole peut-être pas aussi loin que vous pour l'instant, mais D'accord. oui, là, déjà, moi, l'idée, c'est déjà de me rapprocher de la Suisse et pourquoi pas aller tenter l'aventure de l'autre côté. Ok. Sympa. Mais c'est vrai que Maurice me donne envie de réfléchir. Hein. Donc là, tu vas en Suisse? Le plan pour l'instant, c'est Sans ça. réflexion. Ok, très bien. Là, à très court terme, c'est le plan. C'est bien la Suisse. Hein. La On Suisse, a lancé un programme sur l'expatriation qui s'appelle Smart Expat et on a créé un indice Smart Expat d'expatriation, ouais. qui prend en compte plus de 20 critères, qualité de vie, sécurité, machin. Et la Suisse arrive premier. Le problème de la Suisse, c'est que c'est cher. Très cher. Ouais, c'est très Voilà, cher. C'est le premier En pays. gros, c'est simple. En Suisse, pour donner un peu l'ordre d'idée, à 10 000 balles par mois, c'est l'équivalent de 2 500 € en France. Quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux avoir un train de vie à 5 000 balles, et j'ai calculé, il faut 20 000 balles. Quoi. Ouais, donc, Bon, faut sortir 250 000 balles par an, c'est quand même. Ça tape. venez à Maurice si c'est trop cher la Suisse. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir beaucoup Non, faut être d'argent. solide. Donc, Ouais. moi, je sais qu'en gros, je vis très bien en France, mais je vais descendre en qualité de vie, hein, Ouais. c'est évident. Mais je me dis que c'est pour le long terme, c'est pour mes gosses que je le C'est fais. ça. Parce que la question que j'ai pour toi, Sylvain, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, faut pas déconner. Et j'ai pas envie aussi que vous écoutiez 3 gars convaincus qui ont déjà mis leurs fesses au chaud. Bon, en même temps, on a bossé pour, donc voilà. Mais en mode, il n'y a plus rien pour vous. Moi, j'aimerais qu'on encourage, qu'on donne un petit rayon de lumière à ces personnes qui sont bien structurées parce qu'ils regardent ce podcast, ils te regardent peut-être toi, ils nous suivent peut-être nous, et ils ont envie de se dire, les gars, je suis d'accord avec vous, mais me laissez pas dans la merde. Qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, on va pas leur dire, bon, le bateau coule et bonne chance, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Moi, je vais partager mon expérience, comme ça vous le ferez aussi, ça va être intéressant. Moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, il y a 2 solutions. Soit tu restes en France, et c'est un chemin qu'on peut prendre, moi, que j'aurais pu prendre, mais à quoi va ressembler ma vie, en fait, entre guillemets, tu vois, en restant en France? Je vais faire beaucoup de papiers, je vais mettre beaucoup d'efforts, et je vais atteindre mes objectifs financiers, je vais les atteindre, mais je vais pas les atteindre à 40 ans, je vais les atteindre à peut-être 55, 60 ans. C'est-à-dire que je vais peut-être perdre 10, 15 ans de ma vie en plus, parce que je paye plus d'impôts, parce que je fais plus de paperasse, donc je peux faire moins de boulot, etc. etc. Donc tu atteins, tu le vois, hein, tu as beaucoup de chefs d'entreprise. Moi, mais les gens qui achètent mes produits-services, en général, ils ont entre 45 et 50 ans. Donc j'ai de la chance, je peux parler avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont plus âgés. Donc, moi, en fait, je prends les conseils qu'ils me donnent, ces gens-là, tu vois, ils ont 20, 30 ans de métier. Ils me disent, écoute, je le vois, ils sont devenus riches, mais voilà, fin de carrière, 50, 55, 60. Trop de temps. Après trop de temps et après trop d'emmerdes. Ils me disent, Sylvain, si c'était à refaire, moi, si je vivais à votre époque, jeune, 20, 25 ans, avec Internet, je me barrerais. Et en fait, moi, quand j'écoute tous ces anciens qui me donnent ces conseils-là, je veux dire, je peux pas ignorer, je comprends pourquoi ils me disent ça. Ça fait 5 ans que j'ai une boîte en France, j'en ai 2. J'ai compris en 5 ans ce qu'ils ont. Eux, ils se sont fait tabasser 20-30 ans et je me dis, mais ils ont été super courageux. Moi, déjà au bout de 5 ans, ça m'a gonflé. C'est parce qu'ils se sont habitués. Ils se sont habitués. Et surtout, ils n'avaient pas le même contexte. Parce que Non, et puis tu pouvais te faire éclater à c'était l'époque. progressif. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas eu la CSG est montée petit à petit. C'est ça. Et surtout, il n'y avait pas à côté, quand tu sors de chez toi, tu risques de te prendre un coup de chlasse à tout moment. Et en fait, on t'insulte parce que, pour ce que t'es, tu vois. C'est-à-dire Donc, un mâle blanc entrepreneur. Et donc, si quelqu'un qui nous regarde se dit, OK, moi, j'habite en France, j'entreprends en France, qu'est-ce que vous me proposez? Vous allez très probablement atteindre vos objectifs financiers, ça va juste prendre plus de temps que pour les autres. Donc après, voilà, il faut juste être OK, vous faites la concession de rester, mais à ce moment-là, il faut être OK de prendre plus de temps que les autres, c'est comme ça. Hein. Le problème, c'est ce qu'on n'est pas sur un effet cumul, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus ça va encore plus prendre de temps, vu là où on en est, et plus en fait, moi si tu veux, arriver à la ligne d'arrivée. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y aura une guerre civile dans le pays pour plein de raisons, et je vais le dire franchement, je pense qu'il y aura une guerre de religion en France. À un moment donné, ça va basculer. Il faut dire les choses. On a 2 religions aujourd'hui qui s'affrontent en France, le christianisme et l'islamisme. Et aujourd'hui, en fait, tu le vois, c'est-à-dire que les jeunes chrétiens, ils commencent à mettre des croix pour revendiquer le fait d'être chrétiens. Les jeunes musulmans, ils mettent le voile et ils veulent se provoquer. Cette nouvelle génération, pas la nôtre, celle d'en dessous, ou celle qui ont 15 ans aujourd'hui, donc c'est peut-être la génération de... Enfin, nous, on les a pas connus. Eux, ils sont dans la revendication. Okay. Et je pense qu'ils vont finir par ils vont finir par se foutre sur la gueule à un moment donné, quand ils vont devenir adultes, ces gamins-là. Et je le vois. J'ai un ami, par exemple, son frère a 20 ans.
il s'est mis dans un groupe. Enfin, il vient d'une famille qui est très gauchiste à la base. Hein. Le mec, il a fait sa communion à 20 ans. Et son frère, il a rejoint un groupe de cathos intégristes et il dit voilà, moi je veux faire partie d'une communauté. Et il est en BTS et il dit tous les musulmans dans sa classe font par exemple le ramadan. Et lui, il s'est mis à faire le carême comme les musulmans. Il a dit je vais faire le carême comme vous faites le ramadan. En fait, les mecs, ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs. Enfin, tu vois, c'est un truc de gamin. Ouais. C'est pas comme à Maurice où les religions cohabitent de façon, ça n'a rien à voir. façon en fait harmonieuse, c'est-à-dire chacun fait son truc, il n'y a aucun souci. Pour une raison très simple, hein. C'est que tu as 1500 ans d'histoire chrétienne, et l'île Maurice c'est créé il y a 300 ans, et très vite sur du multiculturalisme. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc de gamin, hein. C'est un truc en fait de protection. De survie instinctive, bien sûr. Je pense. En fait, les gens qui sont français de souche, ou même, enfin pas forcément de souche, que toi t'es à moitié espagnol, mais quand t'es en France et tu aimes la France, en C'est fait, la même religion. tu aimes l'histoire de la France. Donc en fait, si tu veux savoir où ton pays va, faut savoir d'où il vient. Et en fait, vu qu'on a complètement coupé en fait, les les racines, ouais. Et qu'on te balance une nouvelle religion. Alors, c'est la République, la nouvelle religion, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, on te balance toutes ces conneries. Non, c'est la laïcité. C'est la laïcité. Oui, et c'est important de mettre ce mot là-dessus, parce que la laïcité, c'est un des plus gros scams de la République. Ah bah évidemment. Et en fait, ça a mis l'islam en avant. Ce qui est marrant, c'est que l'islam se plaint de la laïcité. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est ce qui lui a permis d'exister et de prospérer. Et tu vois, moi à la base, qui ne croit pas en Dieu, qui est baptisé par tradition, mais aujourd'hui, je me sens vraiment chrétien. Tu vois, c'était radicalisé, chrétien, en fait, catholique. Ouais, c'est ça. Parce que par opposition. Pas par opposition, parce que j'ai peur en fait que les valeurs de mes ancêtres disparaissent. Donc c'est un réflexe de survie. Exactement. Et qu'en fait, je veux pas être celui qui coupe, tu vois, le schéma ancestral. L'histoire, mais c'est logique. Hein. Enfin, ça se comprend. J'ai demandé à ChatGPT si tu étais le diable, comment tu ferais pour dissoudre l'humanité. Et donc, du coup, je vais pas tout spoiler, mais juste le deuxième point, c'est éteindre la spiritualité. Je ferai passer la foi pour une faiblesse, la quête de sens pour une perte de temps. Je mettrai la consommation, l'image et la performance à la place de la transcendance. Ouais, bah on est en plein dedans. Hein. Donc, mais déjà, merci pour cette intro. Partons à l'église. Il est l'heure. Est-ce que tu veux faire un... Déjà, merci pour cette intro de podcast, parce qu'il en fallait une quand même. Et ensuite, ça va arriver à quel horizon de temps, ça, selon toi? Est-ce qu'il faut partir maintenant? Est-ce que c'est dans une génération, 2 générations? Parce que moi, je m'inquiète pour une partie de ma famille. Pas pour mes parents, parce que mes parents, ils ont déjà, tu vois, ma mère a 71 ans, ils sont à la retraite, ils sont sauvés. Ils ont fait leur vie, ils ont une super maison, tout va bien pour eux. Je m'inquiète pour mes frères. J'ai un grand frère de 40 ans, un petit frère qui a 2 ans de moins, et eux, ils ont hérité du business familial, qui est un business extrêmement difficile, c'est la restauration. Ouais, c'est le plus dur de France, hein. C'est 9 restos sur 10 fermes, enfin, c'est ce qui est le plus dur en entrepreneuriat. Hein. Donc eux, ça va faire 30 ans qu'ils sont là, parce que justement, ils ont su évoluer, ils sont dans l'excellence, etc. Mais je m'inquiète pour eux dans 5 ans, 10 ans, parce que c'est eux qu'on raquette. Ils ont un peu de trésor, il y a des flux, ils ont énormément de charges, énormément de contraintes. Je suis quand même un membre de ma avoir famille. Des contrôles, machin, dans tous les sens alimentaires, c'est super compliqué. J'ai une anecdote de ouf. Vas-y. Un membre de ma famille qui est aussi dans la restauration, il a demandé à une de ses filles en salle, est-ce que tu peux te tirer les cheveux et t'attacher les cheveux, parce que c'est pour l'hygiène, ouais. Voilà, et puis c'est un lieu classe, c'est le dress code. Elle a porté plainte pour discrimination capillaire. C'est une loi en France. Elle a gagné? Bah, je pense qu'elle va gagner. En tout cas, il a été convoqué. Le simple fait d'être convoqué... Mais tu vois, c'est pour ça aussi que moi, je veux pas entreprendre en France. C'est-à-dire que j'ai compris aussi qu'à partir du moment où tu entreprends en France, tu as des salariés en France, c'est un peu comme quand tu es propriétaire immobilier. C'est-à-dire que t'es l'ennemi à abattre, en fait. Tu vois, bah là, c'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est ton resto, ta famille donne du boulot, mais en fait, tu peux rien dire, quoi. J'ai vu défiler beaucoup d'employés en 30 ans de maison, et beaucoup de prud'hommes qu'ils ont perdu à 90% du temps. Et en fait, ce que je trouve malheureux, c'est que c'est un métier de valeur, un métier de proximité, et qui génère beaucoup d'argent partout. Tu as des fournisseurs, tu fais laver ton linge, tu as des serveurs, tu as des clients. Tu vois, économiquement, c'est hyper viable comme système, tu vois, le restaurateur en lui-même. Et quand je vois que symboliquement, ils sont tous en train de se faire éclater et grand remplacés par du fast-food, tu te dis, mais en fait, à quoi va ressembler ce pays? Quand même la France, les amis. Regardez les documentaires sur l'INA, des archives de la France des années 60. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Non, c'est une société qui a évolué, mais après, c'est une société qui a évolué dans tout. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est devenu médiocre, pas qu'en France. Hein. C'est-à-dire que tu regardes en Angleterre, tu regardes en Belgique, tu regardes dans tous les pays. Je pense qu'on est... comme tu l'as dit, en fait, on a coupé la famille.
qui est on va dire, qui est le vecteur de tradition historique. C'est le premier point du diable. Hein. C'est Ouais, désintégrer la cellule familiale. Bah, tu tues la famille, donc forcément, tu n'as plus de repères. Tu tues, on va dire, la religion, la foi, donc tu n'as plus de morale. Tu mets du porno, du machin, fort. du truc. Eh, Voilà, tu vois, c'est ça, mais c'est logique. En fait, je suis peut-être le diable, tu vois. Peut-être un projet. Regarde, c'est point 9, rendre le vice séduisant. Je rendrai la pornographie accessible dès 10 ans, la drogue récréative, l'addiction normale, le chaos psychologique deviendrait la norme. Oui, c'est ça. Bah, regarde, tu mets du porno, tu mets de la drogue, machin. Les mecs, tu leur vends des cachetons ensuite pour se calmer parce qu'ils ont regardé trop de porno, ils ont fumé trop de weed. Enfin, voilà, et puis après, t'en fais des abrutis à qui tu donnes un chèque de 300 balles, chèque universel. Les filles. Ils votaient les filles, et puis voilà, c'est tout. Puis tu vis sur la rente, tu vois. Enfin, mais c'est. Est-ce qu'on pourrait réveiller la France? Est-ce qu'il y aurait un sursaut avant la guerre civile? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Toi, président de la République. Ouais. Sylvain Tigé, président. Sylvain Tigé. Alors Monsieur moi, j'ai Tigé. déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'ai dit, ne me mettez jamais président de la République. Alors. Parce que ça va être sanglant, tu vois. Ça va être sanglant, tu vois. Moi, je te dis, déjà sur la sécurité, je pense que j'envoie l'armée, tu vois, ça se règle en 2 minutes. J'ai même réfléchi à un système, mais je me dis, mais là, en fait, moi, déjà, je sors de la Convention des droits de l'homme. Oui, mais Première chose que je fais, je sors de la Convention, tu vois, des droits de l'homme. J'ouvre Cayenne, en Guyane. oui, bah El Salvador, tu vas nous faire un petit Exactement. Bukele. J'envoie tous les prisonniers, tous les mecs qui foutent la merde en Guyane, à Cayenne. En bateau. Bien ça. Voilà. Dans les Je les fais 30 et je les Programmé. fais, et je les fais travailler Ouais. gratuitement pour financer leur peine parce que ça coûte cher bien sûr. un prisonnier. Ouais. Et en fait, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, les treillis de l'armée de terre, bah, ça va être fait par les mecs en prison, tu vois. Ouais. Je dis Ouais, une c'est bêtise, bien ça. les routes, bah tiens, on peut mettre des prisonniers et ils vont faire le béton des routes. Ouais. Je sais pas, il y a un truc, il y a une catastrophe naturelle dans le sud, il y a des infrastructures à construire, bah hop, les mecs Ouais. qui foutent la merde, ils vont les reconstruire ça gratos, tu vois. C'est bien ça. Et en fait, ça paraît logique parce que en soi, C'est logique. t'as fait une bêtise, t'as nui à la société, t'as une dette envers la société. Moi, le mec, je sais pas, il a 10 ans de prison, il va construire des routes, il va bosser pour Ouais. expier ses péchés. C'est ça. Bon, au bout de 10 ans, je me dis, ok, il a payé sa peine. Le mec, c'est bon, il s'est cassé le cul. Ouais. Puis lui-même, il va se sentir bien, je pense. Il aura fait quelque chose, bah, Ouais. il aura une expertise. Le Ouais. mec, il aura fait du BTP, machin, bah après, Il derrière. va se réinsérer plus facilement. Exactement. Plutôt qu'à jouer à la PlayStation et Plutôt à que jouer à dealer la de PlayStation, l'intérieur. à fumer des pètes et puis au final avoir la rage, quoi. Parce que tu sais, souvent les mecs en plus ils se radicalisent en prison. C'est là où ils deviennent fous. C'est-à-dire que Ouais. tu vois, Ouais. machin, ils ont pas de sens. Et souvent les mecs qui radicalisent les autres, ils prennent les mecs les plus faibles d'esprit. Ouais. Ils prennent les gars qui sont, tu sais, un peu paumés. Ils vont leur mettre les machins et puis c'est eux qui vont faire les attentats suicides, tu vois. Donc au moins tu donnes aussi un peu de sens à ces gars. Tu dis bon, tu te lèves le matin, tu sais que tu as un chantier à faire, Ouais, tu c'est le top. fais et puis tu sais que Totalement. tu le fais pour te réinsérer. Donc dans ta tête, tu te dis bon bah voilà, tu sers à quelque chose, quoi. Sauf que là, tu te retrouves sur le chantier avec des cheveux violets qui bloquent le passage des Ouais, machines. Mais après voilà, et encore une fois, faut pas oublier un truc, c'est que souvent les gars quand on envoie en prison, ils sont en prison. Tu sais, souvent les gens disent oui, mais c'est des êtres humains, ils sont gentils. Bon, le gars il a violé une fille de 10 ans. Enfin à un moment donné, tu peux pas avoir de pitié envers ces gens-là, quoi. Tu vois. Donc à un Ouais, moment mais donné, le enfin, gauchisme, c'est une maladie mentale sévère qui alterne le jugement et parfois même la vision. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi ils je ont pense que tu vois, pareil, tu me Oui. disais Sylvain, si tu devenais président, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je pense que je déclare cette idéologie terroriste. Hein. Oui, moi aussi. Je la mets sur une liste terroriste. Ouais. C'est, C'est un peu ce que fait Trump, tout doucement, étape par étape. Mais là, Ouais. il a enlevé toutes les politiques DEI, tous les trucs. Il a interdit donc aux écoles d'enseigner le LGBTisme, le wokisme, etc. Il y a une vidéo qui est magnifique où il y a je sais plus ce qu'elle est, une gouverneure de je sais plus quel état qui lui dit ouais je le ferai pas, etc. Il lui dit bah c'est très simple, on va te forcer. Et l'autre elle dit see you in court, c'est-à-dire on va voir au tribunal. Il fait ouais bah ça va être très facile à gagner. Et aujourd'hui il a éclaté, elle a été obligée de faire le truc. Ouais. Et c'est ça qu'on a besoin d'hommes forts. Et quand je dis hommes forts, c'est avec un grand H. Hein. La place est ouverte aux, Le problème, aux c'est que femmes fortes aussi. le hein. problème, c'est que je pense que la France ne veut pas ça. C'est-à-dire Non, qu'aux non, non. États-Unis, ils le veulent. Bah, tu le vois, hein, la carte des élections, Ah, tout je suis est rouge. pas sûr que la France le. Ouais, en Tu France, regardes, je vois justement- que les gens ne veulent pas ça. C'est-à-dire que le dernier bastion de gens un peu traditionnels, c'est qui? C'est les gens dans le Sud-Est. Mm. C'est des vieux. Ouais. Dans 10 ans, ils sont plus là. Donc C'est- les jeunes aujourd'hui, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Hein. Ah, je serais pas aussi. Tu vois, Tiens, c'est intéressant. Vas-y, envoie ton point Ouais, de vue. ouais. Parce si, que là, si tu vois, tu vois, par exemple, aux États-Unis, ils ont fait donc tu sais, des sondages Trump. Mhm. Donc 95%, je crois, des républicains sont OK avec Trump. 6 des démocrates. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que la moitié en fait des Américains qui, oui, sont d'accord avec ça. Tu vois. Et nous, ce qui nous manque, en fait, c'est d'arriver à cette moitié. Mais on a au moins 30-40% des gens qui sont d'accord avec ça. Tu vois. Et là, ce qui nous manque, c'est de basculer. En fait, c'est les gens qui sont devant leur télé,
qu'on leur a dit si tu te prends pas 3 doses, en fait, c'est mal parce que tu vas tuer ta grand-mère. Oh putain, vite, il faut que je prenne 3 doses, tu vois. Si tu mets pas ton argent sur le livret BPI, finance, guerre et machin, fais gaffe parce qu'en fait, à cause de toi, il y a des petits Ukrainiens qui meurent, tu vois. Ouais, t'es pro-Poutine et tu laisses. Nous égorger dans nos lits. Tu vois. Et donc, en fait, pour moi, on est à ce point de bascule. Et le problème, c'est qu'il y a trop de propagande visuelle sur le gauchisme. Tu vois, de toute façon, toute l'administration est gauchiste. Même tous l'ARCOM, par exemple, est gauchiste. Donc, en fait, il y a trop de lumière là-dessus. Les magistrats sont gauchistes. Les magistrats sont gauchistes, même des avocats sont gauchistes. Les réseaux sociaux sont gauchistes. Maintenant, je tombe sur des trucs de gauchisme. Je me dis, putain, mais c'est insupportable. Et c'est des gens qui veulent t'apprendre l'école, le fonctionnement. L'école est gauchiste. L'école est gauchiste. Donc, on est dans un point de bascule où il faut qu'il y ait encore plus de violence que les gens se sentent encore plus attaqués dans leur être. Donc, par exemple, qu'on te dise non, mais en fait, le christianisme, c'est de la merde, mon gars, dégage ça. Les gens, toi, ils vont être choqués. Et ça va avoir de plus en plus de monde pour arriver à une moitié. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça va finir en guerre civile, parce que c'est un peu c'est pour ça qu'en fait, les gens se radicalisent et les gens tempérés, tu vois, ils ont fini par partir. Ouais. Dire, toi, moi, on n'est pas violents. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a vu que ça va partir en couille, on est parti, quoi. Oui. Tu vois, on va partir. Qui va rester ? Les gens qui peuvent pas partir, et les gens qui peuvent pas partir, par réflexe de survie, ils vont devoir, entre guillemets, sortir les armes, quoi. Mais justement, moi, j'ai une objection pour vous, parce que souvent, sur nos vidéos, et je pense que tu y es habitué aussi, on nous dit, putain, vous êtes vraiment des lâches, moi, je reste pour me battre, pour combattre ça. Ça, je vais répondre en 2 minutes. C'est que tu finances pas ton propre ennemi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils parlent de la France d'il y a 40 ans, sauf que cette France, elle n'existe plus. Là, aujourd'hui, vous viviez dans la France de Macron, ce n'est pas la France, c'est le Macronistan, en fait, tu vois. Et moi, je finance pas le Macronistan. Enfin, là, aujourd'hui, je le finance, bien évidemment, je suis en France, donc je me fais défoncer, mais je vais pas le financer toute ma vie. Ouais. Donc, à un moment donné, et puis il faut aussi réfléchir à un truc, c'est que la France, il faut pas oublier ce qui fait la valeur de la France, et on en discutait avec un ami. La France, c'est un hexagone. Mais des hexagones, t'en as plein dans le monde. Donc qu'est-ce qui fait la valeur de la France ? C'est les gens qui composaient ce pays. Mais si les gens qui composent ce pays, ils partent, elle est où la valeur ? En fait, tu vois, c'est comme si dans une voiture, tu me dis, ce qui fait la valeur, c'est la carrosserie. Non, c'est le moteur. C'est ça qui fait que ça va vite ou ça va pas vite. Mais si le moteur, il est parti et qu'il te reste la carrosserie, ça sert plus à rien. Tu vas pas te battre pour un morceau de terre, ça veut rien dire. En fait, tu te battais parce que il y avait les gens de ton village qui étaient là, machin, il y avait les coutumes. Mais si les gens sont plus là, ils sont partis à l'étranger, si les coutumes, elles n'existent plus, remplacées par celles de la République, en fait, t'as juste un bout de terre qui ne veut rien dire. Mais il faut conscientiser, mais ça, c'est aux gens de réfléchir, tu vois. C'est la valeur de leur pays, c'est les gens qui composent ce pays. Si ce pays n'est plus composé de gens qui ont de la valeur, le pays n'a plus de valeur. Donc le passeport ne vaut plus rien. Tu vois, c'est ça aussi. Mais ça, c'est un autre sujet expatriation. Pour moi, je pense que le passeport français, c'est un vrai thème de discussion que j'ai. Je pense que d'ici 15-20 ans, il ne vaudra plus rien et qu'il faut en fait une vraie solution de repli. Oui, moi, j'ai même une idée qui a été un peu exprimée là récemment par nos chers politiques, c'est qu'il sera même difficile de partir dans un moment donné, quand vraiment le bateau sera en train de couler et qu'on aura des gens qui seront en panique totale pour survivre, parce qu'ils ont besoin de leur rente. Attends, on va pas quand même abîmer leur lifestyle à tous ces mecs-là qui sont gavés d'argent public, parce que c'est nous qui payons. Enfin, nous, on ne paye plus, maintenant c'est fini. Ils ont essayé de faire une taxation de passeport. Mais moi, je pense qu'il y aura un empêchement à l'expatriation avec des règles bidons. Ça existe déjà, ça s'appelle l'exit tax. Oui, mais moi, je suis en plein dedans. En gros, quand tu as plus de 50% de droits dans une société, ils te calculent une plus-value latente et ils te demandent un impôt sur quelque chose que tu n'as jamais touché, en fait. Tu vois, il va le... Donc ça existe déjà en fait. Oui, mais c'est minime. Tu peux avoir un sursis, ça dépend dans quel pays tu pars, quelle convention. Dans un pays où il y a une convention de recouvrement avec la France et ensuite il faut négocier une garantie, il faut mettre de l'argent de côté. Mais c'est encore possible. Moi je pense qu'il y aura des stratagèmes vraiment très forts de dissuasion ou même d'empêchement de partir physiquement bloquer les comptes, des choses comme ça. Parce qu'il y aura l'euro numérique, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ah, mais désolé, mais votre compte n'est pas compatible avec. Non, c'est clair, il faut refuser l'euro numérique le plus possible. Là, on est foutu sinon. Mais ça, on va pas le refuser. Qui refuse quoi ? Ça, c'est après, voilà. Moi, j'essaie d'y croire encore parce que je suis encore là-bas, mais. Non, mais ils vont jamais refuser. En fait, toc, je suis pas d'accord. Ouais, hop. Ouais, c'est sûr. L'histoire, on va leur dire non, mais attendez, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de blanchiment d'argent, que du coup, la France s'appauvrissait. Et vu que tu as 60% des gens qui vivent de la France, ils vont dire oui. Oui, je suis d'accord, évidemment. C'est ça, en fait, c'est ça le gros problème aujourd'hui en France, c'est que les bons entrepreneurs partent. Franchement, je le vois, tous les jeunes de mon âge, moi j'ai 30, vous êtes un peu plus âgés que moi, mais vous êtes déjà partis. Mais les gens de ma génération ont commencé à partir, en tout cas ceux qui peuvent. Alors, je vais vous donner les pauvres qui restent, ils vont finir par payer pour tous les autres, mais c'est chaud. Je vais vous donner un chiffre assez
effarant. En tout cas, une observation plus qu'un chiffre, c'est que moi, donc, je suis infopreneur depuis longtemps maintenant, depuis 19-20 ans. Et quand je regarde tous ceux, et j'en connais beaucoup, qui ont gagné leur vie, qui ont commencé à être indépendants et gagné beaucoup, 99% n'habitent plus en France depuis belle lurette. Ah oui, non, mais c'est sûr. Oui. Et tu vois, c'est pas genre 10%, 20%, non. C'est 95%. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que quand t'es, même moi, là, j'ai une petite partie business en ligne. Moi, la seule raison pour laquelle je suis en France, c'est parce que ma femme, elle est directrice de crèche et que voilà, elle a son boulot physique et qu'elle kiffe son boulot. Donc en fait, je voulais pas. Mais là, je lui ai dit que moi, j'en pouvais plus et que quoi qu'il arrive, on partait. Mais si j'étais pas marié, si j'avais pas rencontré ma femme, bah, moi en vrai, je serais même plus là en fait. Tu vois, depuis 2021, je me serais barré. J'aurais monté la boîte. Je pense que je serais parti un an après. Direct, ouais. Donc si j'avais pas d'attache comme ça familiale, mais bon, même là avec des attaches familiales, tu vois, on est en train de partir parce qu'au final, Ouais. c'est bon, on ras le cul quoi. Et président Tigé, la sécurité, c'est On validé. peut expliquer quand même pourquoi on dit Tigé. Oui. Parce qu'on n'a pas expliqué. Parce que les journalistes. C'est vrai. Or, Oui, en fait. Tiger n'est pas ton vrai nom. Alors, Tiger n'est pas mon vrai nom. Moi, c'est Logan Adin. Hein, ceux qui me suivent depuis FXM le savent. Mais en fait, comme c'est dur à prononcer dans les médias, souvent les mecs, quand ils m'interviewaient ou autre, ils disaient Logan Adin, machin, ils galéraient. J'ai trouvé un nom marketing simple, facile et que j'aime bien. Et quand j'étais sur mon lit d'hôpital, c'est quand j'ai eu ma réanimation, bah, je m'étais mis dans un mindset de tigre en mode je meurs pas, je me bats, etc. Et c'est pour ça que ça m'est resté en fait. Okay. Donc j'ai mis Tiger sur YouTube, mais pour rigoler, tu vois, je me suis dit bon bah voilà, c'est sympa, c'est. Les gens m'appellent Tigé en pensant que c'est un nom français en fait, tu vois. Et du coup, les gens me disent bonjour monsieur Tigé. Je dis ah les gars, C'est drôle quoi. Ah, c'est journalisme. ouais. C'est ça. Ouais. C'est le travail du C'est journaliste. drôle. Ouais. Donc on a vu la sécurité, qu'est-ce qu'on fait pour l'économie, qu'est-ce qu'on fait pour la vision de la France, comment on répare un Là, si beau pays? C'est très compliqué parce qu'en fait, tu parlais de l'économie et c'est là où moi j'ai un gros désaccord avec les partis aujourd'hui en France. C'est pour ça que tu vois, Fabien, quand tu disais il nous faut plus de la moitié pour changer le pays, moi je pense qu'en fait, gauche-droite, aujourd'hui, les deux sont à gauche. Tu as une gauche de gauche et tu as une droite de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Marine Le Pen et leur parti Rassemblement National, c'est de la gauche mais identitaire. D'accord, voilà, ils sont en mode France aux Français, mais mais ils sont toujours à gauche. Ils sont toujours à gauche. Non, Oui. ils sont toujours à gauche. Ah oui, tu dis à gauche Parce que identitaire. Oui, ok. économiquement, c'est un programme de gauche. Hein. Oui, C'est un vrai programme socialiste, Ah, en c'est fait. le communisme. Donc, qu'est-ce que tu veux? En fait, tu veux imposer le libéralisme, mais un peuple qui veut pas le libéralisme. C'est ça le problème, c'est que c'est un peuple qui ne veut pas en fait une économie libérée. C'est un peuple qui ne veut pas en fait une économie comme dans les pays anglo-saxons. Donc en fait, on peut faire un truc qui pour nous marche, c'est-à-dire pour les entrepreneurs, mais est-ce que le peuple voudra? J'ai pas l'impression. Ouais. Après, moi, je suis pas convaincu. Enfin, ils ont des programmes de gauchistes, mais je suis pas convaincu qu'ils le soient. Et je pense qu'ils l'ont uniquement pour pouvoir monter dans les sondages. Tu vois. Ça, c'est ce qu'on dit pour se rassurer. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est ce qu'on avec dit pour se Sylvain. rassurer. Ah, pour moi, c'est des gros gauchistes, ils ont toujours vécu la fonction publique, ils ont jamais été Exactement. dans le privé, rien à voir. Je sais pas. C'est ça, mais exactement. Non, tu regardes le discours du père de Marine Le Pen, n'a rien à voir, rien à Oui, voir. justement. Il était beaucoup plus ancré dans la réalité Il économique. est possible. Bon, on ne sera pas élu parce que c'est mort pour elle, mais en fait, tu pourras pas changer dans tous les cas. Pour moi, c'est pas un cheval de Troie du tout. Même que tu as un. Pareil, regarde, c'est un gamin. Bardella, il a quoi? Il a 31 ans, il a jamais bossé dans le privé, il a été. Oui, mais le ferment, ça change tout. Voilà, tu donc, as des problèmes. tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens comme Trump aux États-Unis ou Musk où Bien ils sont sûr. issus du Mais secteur bien privé sûr. et Bien ils ont sûr. fait le choix de venir dans le public. Oui. Là, tu as des gens qui de toute façon ont touché des trucs d'assistants parlementaires, Oui. 80 000 balles par an ou je sais pas combien. Enfin, et t'imagines, attends, et les fonctionnaires européens, ils payent très peu d'impôts, voire pas d'impôts sur le revenu. Ouais. Il y a des fonctionnaires européens, ceux qui bossent à la Banque Centrale Européenne, je crois, ils ne payent pas d'impôts sur le revenu. Et les fonctionnaires européens, je sais pas s'ils payent moins d'impôts ou pas du tout. Mec, quand t'as un oui. setup comme ça, Bien t'as pas sûr. besoin de faire Dubaï, Maurice, oui. hein, tu restes en France, Mais c'est clair. tu gagnes un truc et puis tu Mais payes pas c'est- d'impôts. Mais Bah, bien sûr, la soupe est trop bonne. Oui, bien sûr. On passera pas d'un truc à la Trump d'un coup, mais si déjà tu as ça, tu peux gentiment. Mais la grande différence, c'est que la population aux États-Unis, c'est une population qui est composée de gens qui sont venus pour prendre des risques. Ils Oui. sont arrivés sur une terre il y a 200 ans, il y avait rien. Exactement. Nous, on est sur. Et nous, c'est les gens qui sont restés pour pas prendre de risques. Ouais. Tu vois. Exactement. Donc en fait, on a les gens risques adverses en fait. Ce que je dis souvent, c'est que les États-Unis, ils ont un rempart que nous n'avons pas, qui s'appelle le business. Ouais. S'il n'y a pas de deal à faire ou tu es un deal perdant, l'Américain dira hop, t'arrêtes tes conneries, on arrête ce truc-là. En France, il n'y a pas Non. ce rempart business. Tu On sais n'a qu'on- pas l'art du deal. On a fait un challenge finance il y a Mhm. quelques mois pour éduquer les gens à l'intelligence financière. Ouais. Et on s'est rendu compte d'un chiffre incroyable. En fait, avant la crise de 2008, Mhm. le PIB Union européenne et
États-Unis, c'était le même. à peu près. 40 000, ouais. Il y avait une différence de 6%. Exactement. Ouais, Exactement. Tu maîtrises les chiffres par cœur. Okay. J'ai fait une vidéo là-dessus en plus, il y a pas longtemps. voilà. Et aujourd'hui, t'as 90 000 aux États-Unis, nous on a 40, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te dis, ça. putain, ça. Ils sont à 2 fois et demi au-dessus de nous. Ouais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? On s'est fait défoncer. Mais c'est incroyable. Et ça on était au même niveau. Les projections, c'est 110, 120 000 sur 2000, je sais plus combien. Et nous, on va monter à 54 timidement. Non, c'est ce que je disais. Moi, le titre de ma vidéo, c'est French Dream, comment la France est devenue le SMICard de l'Occident, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, je te montre que même les Suisses, le SMIC en Suisse, enfin l'équivalent SMIC en Suisse, le salaire minimum, c'est 4 500 francs. Pour être dans le top 10% des Français les plus riches, il faut gagner 3 000 balles par mois. Imagine, tu gagnes 3 000, bah en fait là-bas, le caissier gagne plus que toi. C'est chaud. La honte. Ouais. C'est violent. Non, mais c'est fou. Hein. Tu penses que la stratégie que Trump est en train de mettre en place avec l'aide de Elon Musk sur l'efficacité gouvernementale, est-ce que c'est une stratégie gagnante? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'opposition aux États-Unis, que c'est quand même un pays très fracturé, hein, vraiment pour le coup, gauche-droite, enfin démocrate et républicain. Et donc, du coup, est-ce que sa nouvelle stratégie sur les douanes, les taux de douane, etc., est-ce que c'est une stratégie folle, gagnante, intéressante voilà. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, une stratégie mixte, c'est-à-dire que je pense qu'il a une vraie cible, c'est la Chine. Les États-Unis ont en fait un déficit commercial de presque 500 milliards avec la Chine, 486 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils importent 486 milliards nets de produits. Donc ils exportent, ils importent et la balance, elle est en leur défaveur de quasiment 500 milliards, c'est énorme. Oui. La Chine, c'est leur premier concurrent parce que la Chine monte, fait 18 000 milliards de PIB, puis ça devrait continuer à monter. D'ici 2050, ils passent premier et ensuite on aurait l'Inde en deuxième et les États-Unis en troisième. Donc, pour te dire à quel point eux, ils sont en train de se déclasser. Et en fait, je pense qu'il joue le tout pour le tout. Donc, il a mis des droits de douane un peu partout. Alors, il a mis des droits de douane de 10% sur une île aux pingouins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je pense qu'en fait, en gros, il a une stratégie globale. Dans les détails, c'est pas propre. Il y a plein de trucs qui servent à rien, mais je pense qu'il a 2-3 grosses cibles. Sa première cible, c'est la Chine, il y a l'Europe. Et après, on verra pour les autres, tu vois. Ouais. Il va essayer de renégocier avec ces pays-là un maximum de deals, mais ça va être compliqué, parce que 500 milliards de déficit commercial avec la Chine. La Chine a annoncé de mettre des droits de douane sur les produits américains en retour. Je ne sais pas comment ça va se terminer, leur histoire. Tu crois pas qu'il y aura une récession mondiale? Si de toute façon tu as des droits de douane, tu auras une contraction de l'économie, ça c'est obligatoire. Pour une raison qui est simple, je l'ai expliqué hier en conférence. Imaginons, une bêtise, ton iPhone. Ils le vendent combien, un iPhone 1000 balles, je sais plus. Oui, c'est ça. Ça coûte 1000 € à produire. Je suppose que ça doit être produit potentiellement. Imaginons que c'est produit au Vietnam. C'est pas produit au Vietnam, mais on va dire que c'est fait au Vietnam. Ça va peut-être coûter 100 €. D'accord ? Dans les 100 €, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a peut-être 50 € de matériel, 50 € de main-d'œuvre, 40 € de main-d'œuvre et 10% de taxes. Okay ? Si les taxes, elles doublent ou elles triplent, peut-être que ça va coûter, au lieu de 100, ça va coûter 120, 130, 140. Et ça va être soit le consommateur en face qui va le payer en plus, donc moins de ventes, soit l'entreprise Apple qui fait moins de marge, donc sa valorisation en bourse qui baisse, et donc les fonds de pension qui baissent, etc. Donc tu auras forcément un impact sur l'économie. Après, la question, c'est de savoir combien ces taxes, elles pèsent dans le prix final de l'objet. Tu vois, si je sais pas, sur un objet à 1000 balles, c'est 100 balles, et que ça passe à 200 balles, tu passes de 10% à 20%, c'est énorme. Ouais. Si c'était que 1%, ça fera 2%, ça va être absorbé facilement. Donc il y a un vrai calcul là, en fait, il faut faire produit par produit, entreprise par entreprise, tu regardes la structure de coût, et tu dois analyser à peu près combien ça va te plomber le chiffre d'affaires. Okay. Donc en fait, là, il y a eu une annonce, et c'est un peu comme une vague. Une onde de choc. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. C'est-à-dire que dans la vague, il y a des choses qui n'auront pas d'impact, et dans la vague, il y aura des choses qui auront un fort impact sur certaines industries. Et là, le vrai boulot du financier qui s'intéresse aux actions cotées, ça va être d'aller regarder toutes les valeurs et de faire une estimation. C'est une phase d'opportunité pour toi ou c'est plus du risk management là ? Pour moi, franchement, je fais que du non-coté, donc je m'en fous un peu. La majorité des deals que je fais, en plus, c'est hors zone euro, et puis c'est du private credit, et puis c'est sur des industries qui ne sont pas forcément impactées par les droits de douane. Il n'y a pas beaucoup d'exports, en tout cas pas vers les États-Unis. Donc c'est des exports entre pays, mais rien à voir, entre Asie et Europe. Donc, pas de souci là-dessus. Mais oui, c'est une phase d'opportunité parce que tu as des marchés actions qui baissent. Moi, ça fait 5 ans que j'attendais qu'ils baissent. Et j'espère que ça continuera à baisser parce que ça va donner des possibilités d'acheter des actions pas chères sur le long terme. Si tu voulais te créer un petit portefeuille PEA, enfin ce que tu veux, le meilleur moyen en fait d'acheter des actions. En fait, une stratégie pour être riche, c'est quoi ? C'est d'acheter des actifs et jamais les vendre. Quand tu réfléchis, je dis une bêtise, tu achètes 100 000 € d'actions. Elle monte à 500 000. Tu as le choix de les vendre, de payer tes 15% de flat tax ici ou 30% en France. Et donc sur 500 000, tu as fait 400 000 de plus-value, 3 x 4, 12, tu payes 120 000 € d'impôt, il te reste 280 pour toi. Mais en fait, tu peux aussi aller voir une banque privée et dire « Ok, j'ai 400 000 de plus-value,
Tu me prêtes, par exemple, j'ai besoin de 100 000 euros, bah, il te prête sur 100 000 à 3-4%, peut-être 5%. Tu vas placer ces 100 000 à 10-15% sur tes deals à toi et tu gagnes la différence. Donc en fait, et pour faire ça, il faut quoi? Il faut une forte plus-value. Et comment tu fais pour avoir des fortes plus-values? Il faut acheter en récession. Ouais. Donc vu que là on est en récession, je me dis bon, est-ce que ça serait pas une occasion pour quelqu'un qui a du cash, si vous avez de la trésor tous les deux, bah, en vrai c'est à ça que vous devriez réfléchir, c'est vous dire ok, qu'est-ce que les banques elles vont me collatéraliser à fond? C'est des grosses actions, du LVMH, Apple, Google, etc. Très bien. Il faut les payer le plus bas possible. Comme ça, quand tu auras des grosses plus-values, au lieu d'aller, je sais pas, te distribuer du revenu, parce que je suppose que je connais pas la structure à Maurice, mais je suppose que le revenu est taxé à Maurice. Le salaire, oui, les dividendes, non. Ok, oui, donc globalement tu te payes en dividende, donc ça change rien, mais tu auras quand même accès à de l'argent gratuit, parce que si tu arrives à te créer un matelas de plus-value, tu vas voir ta banque et puis tu négocies une ligne à 3-4% sur 7 ans que tu rembourses in fine, et puis toi pendant 7 ans tu places ton argent ne serait-ce que 10, tu gagnes la différence entre 6 et le taux que tu as, enfin 10 et le taux que tu as emprunté, tu vois. Ouais. Donc moi j'essaierais, si j'étais vous, c'est ce que je jouerais comme stratégie, tu vois. Moi je vais rester sur ma dette privée et je vais regarder les actions, mais je vais rester majoritairement sur la dette privée parce que avec ces trucs-là, tu auras forcément des entreprises qui vont devoir se restructurer. Nous, ça va nous donner aussi des opportunités de voir en fait s'il n'y a pas des choses à soit racheter, soit financer. Enfin, tu vois, il y aura à mon avis des choses qui vont bouger, quoi. Et tu crois pas justement que, vu qu'avec il y aura des taxes, les pays vont être obligés de refabriquer, tu vois, relocaliser? Oui, mais refabriquer, ça coûte cher. Je veux dire que tu vas pas construire une usine de fabrication de chaussures que tu as au Vietnam, de une bêtise, 10 000 mètres carrés, tu vas pas le faire en 2 minutes aux États-Unis. Et puis surtout, ça coûte cher. C'est pas le même prix que de financer une usine au Vietnam. La financer aux États-Unis, c'est la main-d'œuvre américaine. Enfin, ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Donc, et ça veut dire du coup que la chaussure Nike qui se vendait $200, elle va se vendre 450, quoi, tu vois. Qui va pouvoir s'acheter une paire à 450? Pas grand monde, donc les gens vont acheter des paires qui coûtent moins cher ailleurs, quoi, tu vois. Peut-être, ouais. On reviendra à un monde ancien où on n'a pas une. D'ailleurs, c'est les écolos qui devraient être contents si de tu tout reviens ça. à un monde comme ça, en fait, ça revient le monde un peu post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que tu fais plus de la quantité, tu fais des produits de qualité qui durent longtemps. Vu que tu payes cher, tu voudras le frigo qui tient très longtemps. Tu voudras pas le frigo avec les dernières caractéristiques, features. Ouais, en fait, ça va être un. Mais on va voir. Là, moi, je pense qu'il fait ça juste pour négocier. Oui. Je pense qu'il fait ça pour essayer de négocier des deals et que. C'est ce qu'il avait fait quand il voulait virer, je crois, les frontières au Mexique ou autre. Il avait mis tout de suite des soldats. Ok, bon, on peut parler, on peut s'arranger. Et c'est un peu la technique Trump, quoi. C'est un peu la technique. Moi, je pense qu'il négocie. Voilà. Et ce que fait Musk, ça t'inspire quoi? Musk, il termine sa mission dans pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. apparemment, Il avait 120 ou 130 jours maximum. Hein, Il a pris cher entre temps. Il a pris cher entre temps. C'est vraiment fait éclater. Tesla s'est fait ratatiner. Et puis, il a fusionné Twitter avec XAI. Ils ont fait un rachat d'actions. Non, après, lui, c'est un entrepreneur. De toute façon, sa vie à lui, ça a toujours été haut bas. Donc, je pense qu'il est habitué à ça. Non, lui, il fait un bon boulot. Hein. Il fait un très bon boulot. On n'aura pas de mecs comme ça, nous, en France. Hein. De toute façon, on n'a pas le même profil. Hein. Le profil en France des gens qui sont riches, c'est des gens qui sont issus, entre guillemets, du sérail. C'est des gens qui sont riches depuis 2-3 familles. T'as que Xavier Niel, entre guillemets, qui est un milliardaire qui a réussi à se faire. Avec qui il s'est marié, Xavier Niel? Et il s'est marié avec la fille de Bernard Arnault, en plus. Donc, Ah ouais, fin du game. c'est vrai, je savais pas ça. Il C'est mignon, ça. Il est marié avec Delphine Arnault depuis des années. Donc, il est rentré dans le clan. Et oui. Ah, il est dans le. Mais en fait, j'avais la discussion avec des amis, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je pars du principe que les peuples, en fait, entre guillemets, ont une façon de fonctionner et que tu peux mettre tout l'appareil du monde que tu veux, ça reste la même chose. Par exemple, en Inde, je suis persuadé que les gens, ils adorent la royauté. Tu le vois dans l'organisation, il y a toujours ce truc le patron, c'est comme le roi, et puis tout le monde est un petit peu vassal du roi, quoi, tu vois. En France, c'est un peu la même chose. Quand tu regardes l'organisation, en 1789, ils sont censés avoir aboli la royauté, la noblesse, et puis les bourgeois ont pris le pouvoir et ont créé une république. Mais dans les faits, en fait, on a changé le nom des institutions, mais tu as toujours en fait des nobles, des comtes, barons, des nantis, et la plèbe. Et c'est toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire que les riches sont très riches, c'est les mecs qui tiennent tout le système. Tu as quelques petits comptes, on va dire, c'est les entrepreneurs qui arrivent à vivoter au bout de 70 ans d'entrepreneuriat, ils arrivent à avoir 5 000 euros par mois, et c'est super. Et après, tu as tout le troisième cercle, c'est les gens qui ont rien, quoi, tu vois. Moi, je trouve que ça change parce que justement, la République, la 5e, fait changer les choses en mettant justement des gens qui sont totalement incompétents aux portes du pouvoir. Oui, même ça c'est un autre. Ça, c'est un autre. Député. Député. C'est nouveau, ça, par contre. Je partageais hier soir, j'hallucine de voir ça, sur mon Insta, le toxicomane, là. Gauchiste. Alors lequel? Parce qu'il y en a plein. C'est vrai.
Bah, celui qui fait le plus de peine. Hein. Moi, franchement, en fait, c'était tellement. C'est le gars qui. Andy machin, je sais pas quoi, là. En fait, j'ai eu de la peine parce qu'à la fois, en fait, je voyais même plus le député gauchiste et les fils, machin. Je voyais vraiment un pauvre gars complètement addict, craquette de ouf, qui est en train de se battre contre cette démo. Comment tu peux te présenter comme ça devant la télé? Je crois que c'est envoyé spécial ou une connerie. Il est interviewé, ils sont posés. Le mec, il est dégueulasse, il ressemble à rien. Je pose même plus la question. Je pense qu'il est en mode survie. Il essaie de. Comment il est possible que cette personne-là arrive dans un endroit, tu vois, qui est l'Assemblée nationale? Oui. C'est pas possible. C'est ça, en le vrai fait. sujet. Ouais. Le vrai sujet, c'est qu'il y a que des débiles. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que vous êtes parti, que moi je suis en train de partir. Hein. C'est que tu te dis que tu payes ces gens-là 7-8 000 euros par mois de salaire, ils te coûtent 20-30 000 par mois, mais ils sont pas plus intelligents que toi. En fait, tu veux être dirigé par des gens qui sont meilleurs que toi. Enfin, Oui. c'est humain. Quand t'as quelqu'un qui est au-dessus de toi, il faut que ça soit quelqu'un qui soit plus intelligent, plus machin. Là, t'as des mecs qui sont plus cons que ton voisin, donc tu te dis, bah non, c'est pas logique. Donc ça peut pas, c'est pas un système qui peut fonctionner en fait à long terme. C'est logique que les gens intelligents partent en fait. Tu peux pas rester là-dedans. Oui. Ils partent tous les gens intelligents, toi qui accompagnes des gens qui créent des deals et tout. Moi, je pense que alors la majorité des gens que je connais, moi, c'est des entrepreneurs qui sont à la retraite. Donc c'est des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont vendu leur boîte. Donc ces gens-là, en général, ils ont déjà. Ils partent plus, ils ont déjà fait leur trou. Quoi. Si, ils partent. Ah oui, ils Ils partent. prennent leur capital et puis en général, ils vont dans des pays où il y a du soleil, bon pouvoir d'achat et bonne infrastructure de santé. Donc ça peut être. J'ai beaucoup de gens qui partent en Asie en fait, hein, en réalité. Hein. T'as Thaïlande, Ouais, Thaïlande. Indonésie, Maurice, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. La Malaisie. Malaisie, Polynésie aussi, Tahiti. Mais voilà, mais ça, c'est des gens qui ont quand même certains moyens. Les jeunes qui veulent travailler, après ça dépend du profil. Si tu es dans la technologie, je pense qu'il faut partir aux États-Unis, c'est là-bas que tout se passe. Si tu es dans l'import-export, le business pur, il faut aller plutôt en Asie. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi cerner l'industrie. Oui. Et quand tu es dans l'industrie de la créateur économie comme nous, enfin, toi, on est dans plusieurs économies, mais on vient de là, en tout cas. Nous, on peut partir un peu où on veut, hein, en soi, quand tu réfléchis. Nous, en fait, le seul critère, c'est une bonne connexion Internet pour faire des streams ou des machins. Et puis c'est tout. Hein. C'est ça. Moi, je pense que le seul critère, si tu as un business en ligne, c'est Internet. Okay. Est-ce que tu peux avoir Starlink? Est-ce que tu es dans un pays où Starlink est couvert? Est-ce que tu peux avoir de la fibre aussi besoin si tu as besoin de streamer? À partir de là. Est-ce que tu conseilles de quitter, de t'éloigner de l'Union européenne le plus possible? À 100%, oui, moi c'est le but, hein, franchement. Parce que l'Union européenne est un petit peu ce qui est en train de, enfin, ce que fut l'URSS à sa fin en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est une grande technocratie qui, c'est l'UERSS, nous on l'appelle comme ça. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est qu'en fait, tu as une technocratie de gens non élus. Oui, en plus, qui se cooptent entre eux. Ouais. Ils ont augmenté encore leur salaire de 2 ou 3%, je sais plus là. C'est énorme. Ils gagnent déjà 30 000 $ par mois, elle a été élue par personne. Elle a fait un deal avec Pfizer de plusieurs milliards de dollars, elle n'est pas élue. Hein. Ouais. Donc elle engage des milliards de dollars d'argent public européen, elle n'est pas élue, elle n'a pas de mandat, et on n'a même pas la transparence de ce qui a été dit sur. C'est ouf quand tu réfléchis, tu vois, tu peux pas rester. Mais personne ne dit rien, c'est ça le truc en fait. Il y a un procès contre elle, mais il se passe rien. Non, mais il se passe rien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de condamnation, elle n'a pas été condamnée à montrer les SMS, les machins. Il n'y aura rien de tout ça. Il y aura rien. Et pourquoi personne ne débarque là-bas à Bruxelles en disant qu'ils se foutaient Parce qu'ils sont tous dans la mafia, ils bouffent tous. Ouais, ça. Ils bouffent tous et ils bouffent, mais goulûment. C'est-à-dire que c'est des sommes. Tu vois, Gérard Larcher avec ses croissants, tu fais x10, quoi. Tu vois, c'est des mecs qui ils encaissent. Tu sais que l'industrie du lobbying à Bruxelles, c'est une industrie qui brasse énormément de pognon. Si t'es lobbyiste à Bruxelles, tu peux prendre des tickets, mais incroyable. Donc, moi, à la limite, j'ai arrêté d'essayer de changer ces trucs-là, je m'en fous. Je me dis, ok, le monde est dirigé par une mafia. De toute façon, je pars d'un principe qui est simple, c'est que le monde est dirigé par les forts, les faibles subissent. On peut se dire ce qu'on veut, ça a toujours été comme ça, c'est la loi de la vie, tu vois. Tu comprends que c'est comme ça, soit t'aimes bien, t'es dans l'effort dans ce système-là, soit tu l'es pas. Nous, on n'a pas choisi la voie de la politique tous les trois, donc techniquement, on n'est pas dans le camp, entre guillemets... des forts. Voilà, donc il faut qu'on aille dans un jeu où on soit dans le camp des forts. Tu vas dans un pays où tu peux monter un business avec très peu de paperasse à faire et où on ne te casse pas trop les couilles, et là, tu seras dans ton élément, en fait. C'est logique. Le URSS, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon concept. Ouais, c'est mignon. Mais du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il y a une guerre civile, mais tu crois pas que c'est Poutine qui va venir nous faire la guerre? Je pensais que c'était Poutine et Trump, les grosses menaces pour les Français. J'ai reçu un livret à la maison. T'as reçu ton petit livret, là, c'est bon ça. Mais je pense que, mais en fait, quand tu réfléchis, Poutine n'a aucun intérêt à faire la guerre à l'Europe parce qu'il nous vend du gaz à tout va, il nous vend du pétrole. Enfin, on est ses clients. Pourquoi est-ce qu'il voudrait tuer ses clients? En plus, il n'a aucun intérêt à tuer ses clients. Bien sûr, et il n'en a pas les moyens humains. Parce que, en fait, la guerre en Ukraine, ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait, c'est une guerre qui dure, qui est bonne pour la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'hommes.
que les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font? Et d'ailleurs, Zelensky s'est fait rattraper par J.D. Vance en disant mais attendez, mais vous attrapez les gens dans la rue pour les emmener au front. En fait, pour les emmener au front. Et il y avait même un reportage sur France 2 il y a quelques mois, sur France 2, donc sur la propagande d'État, qui montre ça. C'est-à-dire que les mecs, ils font tout, les hommes ukrainiens, ils trouvent des subterfuges pour éviter de se prendre un drone, de sortir. Coucou les gars, qu'est-ce qui se passe? Boum, t'as un drone qui t'a tué. Et ben en fait, c'est un jeu qui est long et qui est mauvais pour l'Ukraine et pour l'Europe, parce que il faut des hommes. Et donc c'est pour ça qu'ils disent on va envoyer des hommes, parce que l'Ukraine n'a pas assez d'hommes. Et la Russie cherche aussi à recruter des hommes, parce que j'ai vu qu'ils effacent la dette des hommes qui s'engagent. Tu vois, ils les incitent à s'engager. Donc le côté patriotique n'est pas suffisant. Parce que aller cramer les Ukrainiens alors que c'est même pas tes cousins, c'est tes frères, c'est moyen. C'est le même peuple. J'avais fait un papier sur l'histoire commune de l'Ukraine et de la Russie. Alors putain, je sais plus le chiffre, mais je crois que je vais pas dire de bêtises, qu'après ils vont nous casser les couilles dans le chat. Mais sur 1000 ans d'histoire ou 1100 ans d'histoire, j'avais fait le calcul. Il y avait, je crois que l'Ukraine était l'Ukraine, donc un pays depuis une quarantaine d'années seulement. Et elle a appartenu à la Russie. Elle a fait partie d'une histoire commune avec la Russie pendant presque 1000 ans. Donc, le chiffre exact, j'ai dans le papier, j'avais fait le calcul, j'avais fait en gros l'histoire de l'Ukraine je sais plus, de 800 après Jésus-Christ à aujourd'hui sur 1200 ans. En fait, l'Ukraine, ça n'a jamais été un pays. Ça n'existe pas en tant que pays. C'était, à la base, c'était comment ils appellent ça, la Russe de Kiev. Donc c'était la Russie plus ce territoire-là, c'était la même chose. Ensuite, ça a appartenu à la Pologne et au Grand-Duché de Lituanie, donc pendant très longtemps. Ensuite, ça a été un Netmana, donc c'était des Cosaques qui ont créé une espèce de petit truc. Ils étaient un peu rebelles contre les Polonais. Ensuite, ça a appartenu à l'URSS et à la Russie, non, à l'Empire russe très longtemps. Ensuite, à l'URSS. Et là, depuis les années, je crois, alors la date exacte, je crois que c'est les années 90, mais il ne faut pas que je me trompe parce qu'on me tombait dessus. Mais ça fait 30-40 ans que c'est un pays, l'Ukraine. Mais avant ça, c'était pas un pays. Ça n'a jamais été un pays, en fait. Donc, tu vois, si tu veux, l'histoire de l'Ukraine, quand tu la regardes, en fait, c'est la Russie, quoi. C'est les mêmes peuples, c'est la même chose. Et ils ont créé cette langue ukrainienne qu'il y a quelques années, quoi. Tu vois, ça s'est développé pendant l'Hetmana cosaque, je crois. La région ouest de l'Ukraine s'est développée, et puis tu as toujours eu cette région russophone de l'Est, en fait. Ça a toujours été fragmenté par le fleuve, c'est le Dniepr, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a deux rives. Comment tu vois l'issue de ce conflit? Ukraine-Russie, c'est fini pour moi. Je pense que la Russie a gagné. Ils sont en train de négocier les termes du deal. C'est pas ce que j'ai lu sur Libération. Oui, sur Libération, ils te disent qu'il faut envoyer des soldats. Non, la Russie a perdu. C'est un deal qui est terminé. Ils sont partis en Arabie Saoudite, États-Unis, Ukraine, Russie pour négocier les termes du deal. En gros, là, ils s'entendent pas sur les dernières modalités. C'est-à-dire que l'Ukraine a perdu, elle doit concéder du territoire à la Russie. Les territoires qu'elle concède, c'est là où il y a tout le gaz. Le gaz, le cobalt, tous les minéraux intéressants. Et en gros, les Américains te disent, c'est simple, toi, on t'a donné 100 ou 200 milliards d'aides, je crois. C'est simple, maintenant, sur toute l'exploitation de ces ressources-là, tu me donnes de 50% jusqu'à me rembourser, et puis on n'en parle plus. Ça, c'est un coup quand même extraordinaire de Donald Trump. Ah oui, il a perdu le conflit, mais il arrive à récupérer ses billes quand même. C'est l'autre, il dit, ah bon, c'était pas un don? Ah non, c'était pas un don, non. C'est quand même un truc de malade. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit, en plus, donc vous allez exploiter ces trucs-là, et la sécurité sera assurée par les soldats européens. C'est-à-dire que lui, en plus, il prend 50% des revenus, ou je sais pas ce qu'il va négocier, mais il met même pas ses propres soldats. Il met nos soldats. Et du coup, t'as les couillons chez nous qui disent il faut créer des soldats. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils doivent faire les vigiles des Américains, c'est tout. Donc en fait, on va être les vigiles. Tu vas protéger les ressources des Américains. Tu vas rien avoir. On a payé plus qu'eux, on est les vigiles, on s'endette pour devenir les vigiles, et eux, ils récupèrent leur thune alors qu'ils ont perdu le conflit. On est vraiment les bouffons de l'histoire. Franchement, c'est magnifique. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut partir de ce truc-là. On est vraiment tout le temps les couillons de l'histoire. C'est dingue. Pathétique. Mais on perd à chaque fois en fait. Ouais, on est des gros perdants. C'est un truc En fait, vu qu'on est 27 à vouloir se mettre d'accord, il y en a toujours un qui veut tirer la couverture sur lui. En fait, regarde, l'Union Européenne, c'est l'Allemagne à chaque fois. Il n'y a qu'eux qui décident. Ils décident de tout. Oui, Manu, il a quand même. Il essaye de faire le kéké, mais c'est Van der Leyen qui dit on fait ça à chaque fois. Oui, mais du coup, même entre eux, ils se foutent la merde. Parce qu'ils font la compétition entre eux. Macron, il va être président de l'Europe, ça on le sait tous. C'est pour ça qu'il vend les actifs de la France au plus offrant. Il va être président de l'Europe et il en a rien à foutre de la France. Donc président de l'Europe, il aura été celui qui a sauvé l'Ukraine en mettant des soldats. Voilà, c'est ça son délire. C'est pour ça que lui, il s'en fout de la France. C'est pour ça que je pense que le fait qu'il soit élu déjà une deuxième fois, c'est un scandale. Moi, j'en suis toujours parmi. Moi, j'étais me coucher à moitié en pleurant le premier tour. Quand même, il a sauvé la France de la guerre du Covid. Contre la guerre du Covid, avec sa. Nous sommes en guerre. Bien évidemment, donc remercions-le. Avec Brigitte.
La deuxième discussion. J'ai mis un hameçon. On va voir comment ça se passe. T'as lu le livre de Xavier Poussard? Non, j'ai pas lu. Alors. Ok. Tu comptes le lire? Je sais pas, enfin c'est la bite à Brigitte, c'est ça. Voilà, non mais on le dit quoi, tu vois. Je sens que c'était sur les. C'est le livre qui est numéro 1 sur Amazon d'un mec qui est, je sais pas s'il est journaliste, mais il a cherché, tu vois, et il a écrit un livre qui n'est pas en train de dire que Brigitte est un homme, mais qui quand même à la fin, visiblement, il y a beaucoup d'éléments. Et ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que le président de la République n'arrive pas à éteindre l'incendie. Et c'est ça qui est le plus incroyable. Le livre a été interdit quelques jours. Ouais, il est revenu en best-seller. On sait pas trop pourquoi. Même lui, c'est pas trop pourquoi. Ouais, non, apparemment, il y a eu trop de ventes. Ils sont en rupture de stock. C'est en rupture de stock. Non, mais c'est le best-seller français. Mais franchement, le nom marketing, la bite à Brigitte, tu sors un livre comme ça, mais je pense que là, tu fais. Déjà, tu peux pas le publier. Il s'appelle Becoming Brigitte. Il s'appelle Devenir Brigitte. Moi, j'y crois pas, perso. Ouais, moi non plus. Enfin, alors, moi j'ai regardé des vidéos YouTube justement de Xavier Poussard chez Idriss Aberkan. Ouais. Au début, moi ça me faisait sourire, c'est toujours marrant ces trucs-là. Moi j'aime bien ces conneries. En fait, tu sais pourquoi on a envie d'y croire? On a envie d'y croire parce qu'on l'aime pas, c'est tout. Ouais, c'est juste parce qu'on l'aime pas et on a envie que ça soit un truc mauvais pour lui. C'est ça. Mais c'est un biais de confirmation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a un biais psychologique où on se dit, oh, je l'aime pas cet enculé, j'ai envie qu'il ait une vie de merde, donc sa femme elle a une bite. Alors, c'est vrai que c'est con. Je vous l'avais dit. C'est ça, regarde, tu vois cet enculé là, c'est enculé. Franchement, déjà, j'y croyais pas parce que je me dis c'est vraiment trop gros. Et puis en fait, elle a une fille et sa fille qui serait avec Cyril Hanouna lui ressemble énormément. Enfin, du game quoi. Ah, mais t'as pas suivi l'histoire, c'est pour ça. Marrant. Il est dans le biais, tu vois, il est dans le biais de. T'es dans le rabbit hole. Il a envie, tu vois. Tu sais que des fois, on se fait sur des trucs un peu complotistes. On dit, ok, est-ce que t'es jamais sûr à 100%? Donc à combien tu penses que cette info elle est vraie? Donc 20%. Moi j'ai démarré à 20-30% parce que tu sais, je suis joueur. Donc, voilà. Et là c'est monté à 40. C'est monté à 50, c'est monté à 60, et là, je suis sur 90 là. Oh putain. Il y a vraiment des éléments qui sont incroyables. J'achète pas. Je suis pas convaincu. Il faut regarder un petit peu. Allez voir. Il y a deux doigts d'aller voir Brigitte, lui faire alors mon vieux. Non mais vous savez, après bon, on va pas faire un sujet là-dessus parce que bon, c'est pas le truc, mais il y a quand même des. Non mais elle va faire des trucs. Enfin, allez voir les vidéos de Xavier Poussard, vraiment, et c'est incroyable. Ouais, j'ai vu un peu les vidéos de Candice Owens, c'est. J'ai pas regardé ça. Ouais, c'est un peu lourd. Et puis, elle a des problèmes en plus. Elle est poursuivie par le couple. Enfin, non, mais non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'en Amérique, ils peuvent pas. Oui, il n'y a pas de loi mémorielle comme en France. Elle a mis on est aux États-Unis, mon vieux, on n'est pas dans ton pays, je sais plus quoi. Enfin, humiliation en plus, tu vois. Mais ça fait du bien aussi. C'est un coup de fraîcheur sur le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression parce que je crois qu'il n'y a pas pire comme pays aujourd'hui. Ils veulent te mettre 1 milliard d'amende à Musk, là. Ah oui? Sous quelle raison? Ils ont besoin d'une raison maintenant. Ouais. Non, en gros, c'est comme il a mis les droits de douane. En gros, ils essaient de faire pression sur son entourage. Ils ont dit, tu sais quoi, Musk, on va lui mettre 1 milliard de droits de. Ah oui, parce qu'il y a eu un truc à Bruxelles qui avait été voté sur le Digital Act. Service Act, le DSA. Ouais, pour protéger les gens, évidemment. Face à la mésinformation, à la désinformation. Google pourrait prendre 10% d'amende de son chiffre d'affaires mondial. Excellent, j'étais pas au courant de ça. C'est trop mais fort. Pourquoi pas 90? On se fait chier là. 120, ils mettent 10, pourquoi Mais c'est bien parce que ça va nous terminer dans la tiers-mondialisation. Ça va nous tuer parce qu'en plus, Trump a dit vous mettez 1 euro de taxe ou d'amende à mes GAFA, je vous défonce. Quoi. Bien sûr. Il l'aura dit. Financièrement, c'est tellement puissant et ça a la main donc, sur ils feront rien du tout pour moi. Ils peuvent rien faire. Tu imagines si Microsoft disait bon, les gars, on va ralentir les données qu'on vous envoie. Oh, il va y avoir des petits problèmes. C'est surtout que nos données étatiques, elles sont sur des serveurs Microsoft. Ouais, c'est ça. C'est lunaire. Stupidité. C'est un truc de fou. De toute façon, l'Union européenne, au niveau technologique, tourne sur des infrastructures américaines. Totalement. Les mecs utilisaient quand même Telegram jusqu'à pas longtemps pour s'échanger des données du gouvernement. Telegram qui est russe, qui est le truc de Pavel Durov. Il a fait un petit tour en garde à vue en France. Mais il a été relâché. Mais quelle idée d'avoir un passeport français? Je sais pas pourquoi il a choisi cette nationalité. Il a un passeport émirati, le mec. Non, mais ils lui ont dit c'est Pavel, je sais pas quoi, là, Pavel machin. Ils ont dit tu déverrouilles le Manu machin. lui a dit Pavel, la Russie, ils t'aiment pas trop, viens, je vais donner le passeport, je vais m'occuper de toi. Puis après, quand tu as dit Pavel, du coup, maintenant, donne des infos. Pavel, il a dit non. Ils ont dit il va en prison. Pavel, il a dit oui. C'est incroyable. Il a dit oui. C'est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. Lui, je pense, il s'est fait douiller d'une force. Il s'est fait douiller, lui, putain, ouais. Comme quoi, tu peux être un mec brillant et dîner avec le président, le lendemain, t'es en garde à vue parce que finalement, c'est Poutine le méchant de l'histoire. Non, mais c'est digne d'une république bananière. C'est un mauvais James Bond. Ouais. C'est un truc de fou. Il s'est fait.
Ouais. Donc du coup, Telegram, elle est sur Signal ou sinon comme les narcotrafiquants, c'est quoi le... Tu sais, ils ont des GSM, comment ça s'appelle là putain. Les portables mobiles. Ouais, Booba fait une vidéo là-dessus. Ouais. Il fait un clip qui s'appelle comme ça. Bon, je sais plus, pour ceux qui connaissent. Pour les escrocs, dites-nous en commentaire. S'il y a les gens qui nous regardent, tu as 3 conseils à leur donner pour s'en sortir, être libre, indépendant, heureux. Ce serait quoi 3 conseils En France? Oui, bah il y en a beaucoup qui n'ont pas encore la mobilité requise. En France, faut être endurant, qualité numéro 1. Faut partir dans le principe que vous allez vous faire défoncer, parce que c'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite au début, c'est que je pensais que c'était facile, tu vois. Ouais. Je me dis, ah, tiens, je monte une SARL, une SAS, allez hop, je fais un régime Murphy, oh super, j'ai vécu la belle vie. Et en fait, non, vous allez avoir des impôts, des acomptes d'impôts à payer, donc ça va plomber la trésorerie la première année, puis ensuite, il faut payer les charges sociales, et puis ensuite, l'impôt sur le revenu, parce que tu gagnes quand même un peu trop. Et payer l'impôt sur le revenu avant que tu dois le payer, parce que... Exactement, et puis il y a un rattrapage d'impôt sur le revenu si tu n'as pas assez payé. Et puis, donc endurance mentale et endurance physique, parce que vous n'allez pas voir beaucoup votre famille, vous allez faire que bosser et faire des papiers. Ah putain, c'est vrai. Hein. Ouais, vous avez plus l'habitude maintenant, messieurs, mais moi je suis encore dedans, donc là je te le dis. Là je sais qu'en plus on arrive à mai, tu vois, c'est les périodes des impôts, faut boucler les bilans, donc là je sais que ça va être dur. Tu vois, au lieu de faire du business, je vais faire des papiers. Ouais. Donc super. Qualité numéro 2, c'est résilience, parce qu'en fait, comme il y a tout le temps de nouvelles lois qui tombent chez nous, il faut s'adapter assez rapidement. Pour les gens qui investissent dans l'immobilier, tu veux créer une retraite, en fait, ils te retirent un avantage fiscal qui est sur le LMNP cette année. Oui. Voilà. En fait, tous les ans, il y aura des changements, donc il faut partir dans le principe que faut pas trop se prendre la tête et il faut avancer. Hein. Donc endurance, résilience, et puis je dirais à un moment donné. Prendre de la hauteur, stratégie. Voilà, développer un esprit stratégique. Il faut prendre de la hauteur. Faut pas vivre sa vie bêtement en regardant que le bout de son nez. Faut prendre de la hauteur et se dire ok, bon, là je fais quoi? Est-ce que je peux faire plus efficacement? Est-ce que je peux prendre plus de plaisir ailleurs? Et prendre du plaisir dans son entrepreneuriat. Je pense que aussi c'est ça le boulot, quoi. C'est de s'amuser, c'est de kiffer. Et si vous prenez plus de plaisir, faut changer d'industrie, quoi. Moi, à titre perso, parce qu'encore une fois, c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, leur famille sur 40 générations en France, ils veulent pas partir. Je comprends. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, moi, on est français depuis 3 générations. En plus, je viens d'une famille de militaires, donc mon grand-père, mon père, on a toujours beaucoup bougé en fonction des affectations où il était. Moi, j'ai beaucoup déménagé quand il était encore dans l'armée, mon père. Donc, je suis habitué à voir d'autres trucs, parce qu'à chaque fois, on partait ici, on partait là-bas. Donc l'expatriation pour les gens qui ont le goût de l'aventure et qui ont ce truc-là dans leur tempérament. Après, si vous êtes plutôt... vous restez dans votre environnement que vous maîtrisez et vous voulez pas en sortir, je respecte aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, vous savez, on peut être étonné, parce que je viens de me prédestiner à m'expatrier, à vivre à l'étranger, et je pense même que j'ai eu au départ du mal à me faire à l'idée de partir. Moi-même, parisien, me lunettes et ensuite parisien pendant 15 ans, il fallait vraiment m'arracher pour que déjà je sorte de mon quartier du Cromier. Et ne sous-estimez pas votre capacité d'adaptation, parce qu'en fait, le jour où il faut vraiment se barrer, parce que ça devient essentiel pour votre survie, puis votre bien-être mental, psychique et financier, vous allez voir, on peut vite s'adapter dans un endroit sympa. Ouais. Et en fait, quand on est franco-français, qu'on est branché sur la télé française, la radio depuis toujours, mais on a tendance à croire que on est un peu le centre du monde, tu vois. Parce qu'il faut voir une autre réalité. Je pense que ça, c'est en voyageant que tu le vois. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est mieux ailleurs. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait, tu vois. Ouais. Pour la même chose, je pourrais mieux vivre ailleurs. Donc déjà, peut-être, oui, si vous avez l'occasion et vous avez les moyens de le faire, c'est voyager un peu, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on dit, c'est jamais mieux ailleurs, c'est toujours différent. Si, les amis, il y a mieux ailleurs. Prendre ses valises et puis se faire son idée soi-même. Voilà, soit tu aimes pas. De toute façon, tu vas le savoir assez vite. Tu arrives dans un pays, tu vois assez rapidement si tu vas aimer. Si tu te projettes pas. Hein. Ouais. Donc, mais c'est vrai que moi non plus, jamais j'aurais pu imaginer dans ma vie pouvoir vivre à l'île Maurice. Ça me serait paru irréel. Ouais, c'est sûr. Même moi, là, je commence à faire le tour de l'île. Ça commence à me trotter dans l'idée, mais c'est vrai que c'est pas une destination qui à la base. Je ne savais même pas que l'île Maurice c'était une île où il y avait des gens qui faisaient du business en ligne, ce genre de choses. Donc tu découvres en fait, la vie te mène quelque part et puis tu vois. Hein. Ouais, tout à fait. Le mode de communication crypté de type GSM, Talkie-Walkie s'appelle Push to Talk sécurisé, PTT si tu veux. Et t'en as plein de jurés comme ça, Tetra, MC, PTT. Bon, si vous voulez faire pour les paranos, si vous voulez faire vos petites saloperies, vous avez une belle liste de fournisseurs. C'est quoi du tout on appelle à
des choses illégales. Hein, Bien évidemment, hein, c'est pour déclarer vos impôts et tout le bordel. On fait bien les choses, pas d'embrouille, pas de fraude, etc. C'est pas du tout. De toute façon, t'es dans le pire pays pour frauder, ils savent tout. On a le service de recouvrement au monde qui est, je crois qu'il y avait un classement. Hein, c'est l'administration américaine était jalouse de l'administration fiscale française parce qu'elle disait qu'on avait un service de recouvrement qui était le plus efficace au monde. Donc en fait, si vous voulez frauder en France, il faut vraiment être con, vous allez vous faire prendre quoi qu'il arrive. Donc en fait, il faut juste se dire, si vous en avez ras le cul de la France, c'est je ferme mes boîtes en France ou je fais plus de chiffres et je recommence à zéro. Mais vous faites pas les délires de tricher, vous avez une boîte au Delaware, vous habitez en France, les trucs d'idiots. Non mais c'est vrai, tu vois. Développer. Et je fais un appel sérieux pour le coup parce qu'on rigole, on critique, etc. On propose des solutions. Déjà, tout ce qu'on propose, c'est parfaitement légal et on vous encourage à faire que ça. Parce que moi, de temps en temps, j'ai des questions sur Insta ou des gens qui me contactent en me disant ouais, j'ai un mec qui m'a proposé ce montage, etc. Tu vois, là, c'est en Angleterre. Non, il n'y a pas de montage. Associé à Norris, machin, ça. Mais j'ai dit toi, tu résides où, tu travailles où? Et tout ça, je suis en France. Ouais. Non, c'est mort. Ouais. Oui. Bah, bien sûr. Il n'y a pas de montage, c'est simple, vous êtes en France, vous habitez en France, voilà. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, tu payes et tu fermes ta gueule, quoi, c'est tout. Et si t'en as marre, tu pars, c'est tout. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment bien comprendre notre positionnement. Évidemment, il est critique sur le pays qu'on aime, qu'on affectionne. Et si c'est possible, vous partez et vous créez votre vie ailleurs de façon légale. Entourez-vous d'avocats. On a fait un podcast avec nos avocats qui sont extrêmement sérieux et solides. On a fait un podcast avec notre comptable ici à l'île Maurice qui est aussi soumis à la réglementation de la FSI. C'est quelqu'un de très sérieux ici. Allez voir le podcast et faites les choses bien et proprement. C'est très important. Déjà, je pense que spirituellement, ça envoie un bon message pour votre futur. Et ensuite, vous dormirez les yeux sur vos deux oreilles. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, merci, au revoir. J'ai contribué plus que toi sur 10 générations. Voilà. Oh oui. Non, mais tu vois, c'est ça. Ouais. Parce que ces gens-là ils disent oui, les riches profitent du système. T'es là, tu te dis, mais en 5 ans, j'ai contribué plus que ta famille sur 4 Tu roules sur du goudron grâce à moi, en fait. Exactement. Tu vas à l'hôpital grâce aux gens comme nous. Mais c'est ça, en fait, moi je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'on leur a donné, en fait, ce qu'on a contribué, à quel point on a payé, en fait. Parce que les gens, ils savent pas combien une entreprise paye d'impôts, en fait. Ouais. Tu vois, ils se disent que sur une base de 100 000, ils n'arrivent pas à savoir combien tu vas lâcher entre le début et la fin. Donc ils pensent que tu donnes 5 000 euros et que le reste c'est dans ta poche. Mais ils n'ont aucune connaissance économique. Parce que ce qu'on leur apprend à l'école, quand tu as un prof d'économie gauchiste, comme il y en a un qui est passé sur les, sur les réseaux, et il explique ben non, en fait, la France, elle a comment on dit, un patrimoine. Donc, ouais, on peut mettre en gage la Tour Eiffel. Ouais, super. Ouais. Non, mais comment un économiste, il a écrit un bouquin et tout, peut sortir ça? Sandrine Rousseau est économiste. Donc à oui, partir de là, c'est vrai. À partir de là, tu sais dans quel pays on est. Hein. Donc imagine ton prof économiste à l'école qui t'explique l'économie. Oui, en fait, en France, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les DG de grandes boîtes, parce que dans la tête du gauchiste de base, 40 les entrepreneurs sont les DG du CAC 40. Ouais. Et c'est vraiment ça, hein, c'est pas un cliché. Ouais. Ils ne voient pas ce qui saigne. Moi, je suis commerçant, mes parents ont fait faillite plusieurs fois, on s'est retrouvés tellement à la rue, on a dû emprunter de l'argent, on a notre entourage pour nous refaire, et on a vécu dans un minuscule 50 mètres carrés, entassés les uns les autres. Pour survivre et en lançant un restaurant, en empruntant toute la thune à toute la famille, en bossant pendant bientôt 25 ans, elle a maintenant 30 ans, ma mère a eu une tumeur au cerveau, mon père a fait un double AVC, c'est ça la réalité. Sur un gauchiste qui t'insulte, c'est riche. Ouais. Donc évidemment que le billet d'avion pour Maurice tu me prends très vite, mais possible que je ne te fais pas insulter en plus d'en avoir chié, et moi aussi j'ai payé beaucoup. Ah oui, mais je veux bien te croire, hein, je veux bien te croire. Évolué, j'aime mon pays. Et en vacances, c'est encore mieux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. On l'a régalé, hein, la France. Là, la faire chère de taxes, on l'a largement payé, je pense. Hein, franchement, c'est même plus une faire chère. Là. Je pense qu'on peut partir tranquillement jusqu'à notre mort. Ah non, mais là, je te dis, en termes de, comment dire, de conscience, moi, j'ai rien à me reprocher. Hein. Je dis, putain. En France, même pour faire un resto sur ta boîte, il faut le justifier 40 fois. Moi, je fais rien. Quoi. J'ai aucune charge sur ma boîte. Moi, en France, j'ai pris un cabinet comptable insupportable, tu vois, pour ne avoir aucun problème. Ouais, c'est ça. Me casse les couilles surtout. Au final, mais du coup, tu vois, moi, je prends pas de plaisir à entreprendre en France. J'ai des potes qui ont des boîtes qui sont eux basées en Suisse, aux États-Unis, Luxembourg, partout. Ils ont une vie, ils peuvent se payer une putain de bagnole avec leur boîte, ils peuvent se payer des restos dans tous les sens. Il y en a même qui peuvent acheter des costumes parce qu'à un moment donné, t'es chef d'entreprise, t'as un costume. Ouais. En France, t'as pas le droit d'acheter un costume quand t'es chef d'entreprise. Non.
Alors que je veux dire, c'est notre outil de travail d'être bien présenté, mais on n'a pas le droit. Donc tu le payes en perso. Si là, tu payes 2 fois plus cher. Si là tu veux une veste pour être bien devant la vidéo ou pour faire une conférence, tu dois la payer en perso. Et du coup, en fait, l'argent en perso, il coûte 2 fois plus cher. C'est-à-dire que si tu sors 1000 balles en perso, c'est 2000 balles avec les charges. C'est ça. Donc en fait, tu te dis, tout te coûte 2 fois plus cher que les autres. Donc les mecs, ils avancent plus vite que toi, les autres qui font le même boulot que toi dans d'autres juridictions. Et toi, tu vas 2 fois plus vite, enfin 2 fois plus lentement, et t'es frustré. Ouais. Ils sont mieux sapés que toi, donc ils chopent plus de clients, donc ils t'enculent. Ils t'enculent encore plus. Et toi, t'es là comme un connard. Tu t'habilles chez Célio. En fait, ces objets chez Célio, ça te coûte le prix d'un truc de luxe que ça te coûte le double. Et puis non, comme on disait, il y a la notion de plaisir. C'est-à-dire que tu prends pas de plaisir à entreprendre en France. Je veux dire, tu peux rien faire avec ta boîte en France. Tu peux rien passer en charge. Donc au final, quoi, tu fais un dîner de Noël une fois par an, super. Voilà, tu t'es fait enculer toute l'année et puis tu as le droit d'aller au resto, de payer 200 balles d'addition. Ouais, super, quoi. Tu vois, c'est quelle vie de. Ouais. Merci, Monseigneur. Les amis, il faut bien financer changement de sexe pour les jeunes de 16 ans. C'est ce que je disais à un ami. Je disais, tu sais qu'en France, tu n'es pas propriétaire de ta boîte, tu es locataire de ton véhicule juridique. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte ne t'appartient pas, tu es locataire d'un véhicule juridique et une SAS et SARL qui appartient à l'État, parce que c'est lui qui te dit dans quoi tu as le droit de mettre l'argent, dans quoi tu n'as pas le droit de le mettre. Donc c'est pas ta boîte, tu es chez quelqu'un. Tu vois. Alors que tu vas, je pense à Maurice ou dans d'autres pays, logiquement, tu as quand même plus de droits de propriété. En tout cas, moi je me rappelle, les gens qui ont des boîtes à Dubaï, ils se posent pas de questions, c'est leur boîte, ils dépensent dans ce qu'ils veulent. Et puis il n'y a pas de fisc qui leur casse les couilles là-bas, en fait, tu vois. Donc en fait, tu as une notion de propriété où tu es chez toi. Et ça, je trouve que c'est très important quand tu entreprends, parce que tu passes quand même ta vie, tu rates des fois des moments de famille parce que tu travailles. Tout ça pourquoi au final? En fait, quand on taxe les gens, on leur impute un pourcentage de leur... Ah oui, moi je le vois comme ça. C'est comme du temps de vie que je gâche, entre guillemets, en entreprenant en France. Parce que je sais que je pourrais avoir plus de temps de vie. Là, moi, je vais avoir des enfants et j'ai envie d'être présent aussi pour mes gosses, sinon ça sert à rien d'en avoir. Je me dis, mais si j'entreprends en France, je vais passer mon temps à faire de la paperasse. Enfin, je veux dire, il faut que j'arrive à dégager du temps. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Il faut changer de jeu, en fait. Dubaï, ça t'a jamais intéressé? Quand j'étais jeune, oui. Maintenant, moins jeune, non. T'as quel âge? Là, j'ai 32 ans. Enfin, je vais avoir 32. Quand j'avais 25 ans, ouais, ça m'intéressait. Quand j'y suis allé en 2020, j'avais quoi? J'avais 26 ans. Donc, c'était super, jeune célibataire, ok. Après, là, je suis dans une phase de ma vie aussi où j'aime bien me cultiver, ce genre de choses. Bah oui, forcément, en termes de culture, en termes de patrimoine, t'as quand même des régions où il y a une histoire qui est un peu plus intéressante, où t'as des... C'est bien, mais c'est bien quand t'es dans un certain délire, Dubaï. C'est en mode, t'es jeune, célibataire, tu veux juste gagner de l'argent, t'es intéressé par rien d'autre que des billets dans ta vie. T'aimes pas l'art, t'aimes pas le vin, t'aimes pas le patrimoine, t'aimes rien. Ok, tu vas là-bas. Tu vas gagner ta vie, tu vas tout dépenser dans des choses futiles et tu vas combler le vide de ton âme par des plaisirs matériels parce qu'en fait, tu as un vide à combler, tu vois. C'est cool. Quand tu es plus âgé et que tu es plus, je pense, mature, c'est peut-être moins intéressant parce que tu vas vite t'ennuyer, c'est assez logique. Et non, je pense à un environnement comme la Suisse, Maurice ou ces pays-là, c'est peut-être plus adapté à l'étape de vie dans laquelle je vais me situer. Mais Maurice, c'est pareil, on manque un peu de culture, hein. C'est un pays qui est jeune, hein, donc... Mais regarde la soirée qu'on a passée. Oui, alors ça, oui. T'es revenu dans le terroir français, et à haut niveau. Ouais, on a passé une soirée dans un hôtel de luxe, dans la cave, ouais, Prince Maurice, avec accord mes vins grands crus. Mais en fait, en France, tu ne peux jamais faire ça. Ça n'arrive nulle part. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une des plus grosses caves. Je sais plus combien de bouteilles, 25 000 2500 25 000 Attends, 2500 ou 25 000 Non, c'est pas 2500, c'est plus que ça, c'est plutôt 25 000. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, il y a des vins qu'ils ont achetés il y a longtemps et qui ont pris une cote énorme en France, en Europe et tout. Et à Maurice, non, en fait, ils sont toujours vendus au prix auquel c'était prévu de vendre. Et donc, on a bu des vins extraordinaires pour la moitié. C'était quoi là? C'était quelle région? Alors, il y avait du Languedoc, domaine des Granges. Moi, je connaissais pas. Apparemment, c'est très connu. Moi, je préfère les Bourgognes, donc les vins du Sud-Ouest, c'est pas trop mon truc. Alors, il y avait un Chevrech-Chambertin. Je vais en français quelques-uns, mais... Après, il y avait un Chevrech-Chambertin, un rouge. Mais on était pas mal au blanc. Le domaine des Granges, il était monstrueux. Il y avait en entrée... C'était quoi? C'était pas un petit Riesling? Attends, c'était pas un Riesling à 500 balles la bouteille? Non, 500 balles la bouteille de Riesling. Tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le... ouais. Franchement, j'ai pas tout suivi parce qu'à un moment. Et je me suis régalé. Ah ouais, c'était ouf, franchement. Non, mais ça m'étonne pas. Hein, c'est ouf. Ouais. Mais ça fait. Ouais, donc en fait, tu te fais plaisir. Quoi. Ouais. Ils nous ont même sorti en dessert un chenin blanc sud-africain.
Vendu. Mais apparemment, les vins sud-africains sont pas mal. Hein. Bah, nous, on a eu un petit peu de mal depuis qu'on est arrivé. J'ai de longues années été très fâché, jusqu'à ce qu'on me fasse découvrir des choses beaucoup plus subtiles, très agréables. Et ouais, c'était vendu en fiole. Je crois même pas 37, c'est 30. Tu sais, t'as l'impression que c'est un petit bout de machin, là. Il te le sert, c'est limite orange. Tu dis, oh putain, ça va être un peu trop lourd, ça. Tu sens le sucre. Tu mets ça en bouche. Ah, tu sais, tu te le fais passer dans tout le palais. On a kiffé. Comme tu dis, en arrivant ici, les gens, c'est l'impression qu'ils sont toujours heureux, qu'ils n'ont pas de problème quand on commence. C'est exactement ça que tu retrouves au quotidien. Peu importe ce que tu fais, avec qui tu es. Voilà, Ils se prennent pas la tête. Tout se passe bien, il n'y a pas de soucis, machin. Est-ce que tu avais une autre question sur ce magnifique podcast? Eh bien, écoute, un dernier mot. Message d'espoir. De direction, de choses à faire. Et ben allez sur leur formation expatriation là. Commencez à vous renseigner parce qu'à mon avis ça va être chaud. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire, je pense. Ça marche. Bah écoute, merci infiniment Sylvain. Avec plaisir. Merci à vous. Podcast. Allez vous abonner sur la chaîne de Sylvain, c'est très pointu, surtout dans le domaine de la finance. Et puis on rigole. Avec Sylvain, donc Sylvain Tiget, président. Merci à vous mes chers ministres. Le conseil est levé. Le conseil est levé.